Le Rendez-vous Tech n'est pas financé par des partenaires extérieurs ou des sponsors, mais par ses auditeurs. Aujourd'hui, nous remercions tout particulièrement Alexis Kovalenko, Jérôme T, Eric Quantas, Vidar Skogol, François-Xavier Compin, Nelly Brisson, David Koller, Benoît Scourion, Christophe Crémont et Mataki. Merci à vous tous de permettre à l'émission d'exister. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume en 1h30 à peu près, toutes les 2 semaines, toute l'actualité tech, internet et gadgets. On le fait de manière, j'espère, distrayante, mais surtout on passe en revue toutes les informations, on regarde tous les articles de tous les blogs du monde et on vous résume ça d'une manière facile à consommer et agréable toutes les 2 semaines. Je suis Patrick Béja, votre animateur, et aujourd'hui, pour m'accompagner dans cette aventure de la tech, j'ai Jérôme Kainborg qui me rejoint une fois encore. Comment ça va, Jérôme ? Bonjour à tous. Bonjour. Bah écoute, ça va. Mais Jérôme, je t'entends avec une clarté incroyable. Cette qualité sonore est folle. Mais quel micro tu utilises ? La question que j'ai 50 fois par jour. Non, c'est pas le micro. On essaye, on fait une petite tentative avec un autre outil que Skype qui commence à vieillir un petit peu et j'ai l'impression que toute la communauté des podcasteurs se déplace vers Discord. Donc là, on enregistre par Discord et ça marche pas mal. On peut dire 2 mots. C'est vrai que c'est un peu ce qu'on disait en parlant au début. Discord, on les a pas vus venir, mais c'est fort ce qu'ils font. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Slack, qui est un outil qui est plus orienté vers la collaboration professionnelle, et Discord qui est très orienté gaming a finalement réussi à obtenir assez rapidement 100 millions d'utilisateurs, c'est à ça qu'ils en sont aujourd'hui, et ils s'étendent petit à petit vers d'autres usages. Je pense que Slack a quand même l'avantage chez les professionnels. Il a le lead, mais quelque part Discord est en train de faire ce que Twitch est en train de faire, comme quoi entre guillemets la communauté des gamers drive un petit peu l'innovation quand même sur le net. Ça peut être un vrai moteur, ouais. Ouais. Donc, voilà, s'il y a une meilleure qualité de son, on n'utilisera pas forcément toujours Discord, mais je pense qu'on essayera au fur et à mesure. La transition risque de se faire sur différents participants, mais on verra. Et on va surtout vous parler de différentes choses aujourd'hui. On va avoir la neutralité du net, qui est un sujet que beaucoup d'entre vous ont réclamé dans l'émission, donc on va vous en parler, même si ça n'affecte pas directement l'Europe. Donc on va vous expliquer en fait comment ça n'affecte pas l'Europe. La fusion à venir de Disney et Fox m'a amené à des réflexions sur d'autres acteurs de la technologie, notamment Apple ou Netflix, dont on va parler un petit peu. On a aussi Magic Leap qui a enfin révélé sa technologie de réalité augmentée révolutionnaire, dont on sait pas beaucoup plus, mais il y a déjà une grosse étape. Et puis plein d'autres petites choses qu'on vous détaillera dans la partie news et rumeurs, bien sûr. Et donc on commence avec un morceau assez important, les changements de la neutralité du net, étant donné le vote de la FCC, c'est l'instance qui s'occupe des communications aux États-Unis, qui a en gros, on va schématiser, annulé l'obligation de respect de la neutralité du net des FAI américains. Alors, on a lu et entendu beaucoup de choses. Mais il est difficile d'y voir très clair et surtout, comme c'est souvent le cas, moi j'aime bien prendre un tout petit peu de recul et ne pas prendre part au mouvement de panique qui peuvent se faire jour dans certaines communautés et voir les choses de manière un petit peu plus calme, un petit peu plus raisonnée. Je sais, j'y arrive pas toujours, mais c'est l'idéal vers lequel j'aimerais tendre. Et là, je crois qu'il y a parfois eu des interprétations un petit peu catastrophistes de la chose, même s'il faut être vigilant. J'ai l'impression que les gens ont eu tendance à penser que c'était la fin des haricots. Donc, ou le début de la fin des haricots. Moi, je suis plutôt content si c'est la fin des haricots. J'aime pas beaucoup ça. Mais... Ah, quelle plaisanterie de qualité comme toujours, on se tape sur l'épaule. C'est un peu faillot comme réflexion. Voilà, celle-là, c'est celle que j'attendais.
Bon, donc je vais vous expliquer un petit peu les détails de la chose, et puis on va en discuter ensuite avec Jérôme. D'abord, ce dont il faut se rendre compte, c'est que cette décision de la FCC remet les choses dans la situation où elles étaient en 2015, avant que Tom Wheeler, le précédent président de la FCC, n'implémente ces règles. Et là où c'est un petit peu difficile d'y voir clair, c'est que autant Ajit Pai, le président actuel de la FCC, est considéré comme un petit peu un agent de l'industrie de la télécommunication. Ce qui est marrant, c'est que Tom Wheeler était lui aussi considéré comme un agent de l'industrie de la télécommunication, mais il avait implémenté ces règles de la neutralité du net. Deux précisions peut-être que j'ai oublié de faire et qui peuvent être importantes. La FCC, c'est la Federal Communications Commission, donc l'instance qui s'occupe des outils de communication aux États-Unis. Et la neutralité du net, il faut quand même le rappeler pour ceux qui l'ignoreraient. Il y a différents types de personnes qui écoutent cette émission. La neutralité du net, c'est ce principe qui voudrait que les acteurs du net ne puissent pas influencer ou décider comment ils transmettent les informations qui passent par leur réseau. C'est-à-dire que un FAI, un fournisseur d'accès, ne pourrait pas décider « Ah bah ça c'est du trafic qui me plaît pas », comme par exemple Skype qui est un concurrent à mon service de téléphonie. Ça, c'est la version un petit peu négative de cette interprétation. Donc, un fournisseur d'accès ne peut pas ralentir ou bloquer Skype simplement pour des raisons personnelles ou même anticompétitives. Il y a aussi d'autres éléments qui peuvent rentrer dans la neutralité du net. Il y a beaucoup de gens qui disent, et c'est notamment le cas c'est Stéphane Richard, le président d'Orange, qui avait dit alors on aura besoin de mettre à mal la neutralité du net parce qu'il y a certains services qui ont besoin d'être mis en priorité. Par exemple, si on a de la communication d'une voiture autonome qui a besoin d'une information rapide pour prendre une décision de conduite, c'est plus important que un email qui peut attendre quelques secondes de plus pour être transmis. Généralement, dans ces contextes, c'est de ça qu'on parle. C'est de quelques secondes de décalage où on priorise. C'est pas très français ça. On donne la priorité à un type de communication par rapport à un autre. Et souvent, on voit des responsables plutôt du côté de l'industrie des télécommunications, enfin des fournisseurs d'accès, des responsables qui vont utiliser ce type d'argument pour dire donc on a besoin de mettre à mal la neutralité du net, et qui ensuite vont plutôt utiliser ces assouplissements des règles pour faire des choses qui sont pas prévues à la base par ces éléments absolument nécessaires, par ces priorisations absolument nécessaires. Donc il y a des choses un petit peu pas très nettes qui peuvent se passer dans les débats sur la neutralité du net. Mais effectivement, il y a des arguments qui peuvent être donnés dans les deux sens. Généralement, les arguments de ceux qui protègent la neutralité du net. Le consensus, je pense, chez à peu près tout le monde, que ça soit la population ou les gens qui connaissent l'industrie, c'est que la neutralité du net est en gros importante, à quelques très rares petites exceptions près qu'il faut pas prendre comme des généralités. Les seuls qui se disent non, la neutralité du net c'est pas si important, voire même ça peut être nocif, c'est généralement les FAI à qui ça profiterait énormément. Donc bon, voilà en gros l'état des lieux. Et ce qu'a fait Ajit Pai, avec la décision de la FCC, c'est annuler des règles qui avaient été mises en place par la précédente administration pour ne pas contraindre les fournisseurs d'accès américains à respecter la neutralité du net, avec tout un tas de sujets complexes sur les types de services qu'ils fournissent. Je vais pas rentrer dans ces détails qui sont très américano-centriques, mais ce qu'on peut dire, c'est que aux États-Unis aussi, l'ensemble des alors comme je le disais, on revient à la situation qui existait jusqu'en 2015. Donc ça, c'est vraiment important à signaler parce qu'il y a des gens qui disent la neutralité du net est cassée là où elle a été protégée jusqu'à maintenant. C'est pas tout à fait le cas. Avant 2015, on peut pas vraiment dire que le net était perclus de défauts dû à la question de la neutralité du net non respectée. Donc
la situation est un petit peu différente. Peut-être que là, étant donné que la règle vient de s'implémenter, les FAI vont avoir plus de bagou et vont se dire bon bah c'est bon, on peut y aller, on peut mettre beaucoup plus de zéro rating, on peut bloquer certains services, on peut vendre des packs avec ce pack-là, c'est priorité à Facebook, YouTube, machin, c'est le pack réseaux sociaux. Ce pack-là, c'est tel autre truc. Et le grand danger du non-respect de la neutralité du net, c'est que les nouveaux services en fait, c'est que les FAI se disent bon bah on va limiter certains types de transferts d'informations si les gens qui veulent les transférer, c'est-à-dire les grandes sociétés, ne nous payent pas. C'est ça le grand danger. Et donc des grandes sociétés comme Google, YouTube, Facebook, Apple, Twitter pourraient payer, mais les nouveaux petits services ne pourraient pas payer et donc se retrouveraient à ne pas pouvoir rentrer en vraie concurrence avec les grands services, comme par exemple à l'époque où Skype était en train de se développer, où YouTube était en train de se développer, ils ont profité du fait que personne ne pouvait dire YouTube consomme énormément de bandes passantes, donc on va les bloquer ou les obliger à payer, ce qui aurait évidemment handicapé leur développement. Et donc la grande peur, c'est que les petits ne puissent plus venir concurrencer, voire remplacer les grands parce qu'ils sont plus innovants en raison de cette manipulation que peuvent faire les fournisseurs d'accès. Donc voilà en gros le cadre du truc, mais comme je le disais, jusqu'en 2015, il y a quand même eu une concurrence assez saine et on n'a pas vu de conséquences dramatiques de non-respect de la neutralité du net alors qu'ils étaient dans les situations dans lesquelles ils sont aujourd'hui. Encore une fois, cette situation ne concerne directement que les États-Unis. En Europe, on a un respect de la neutralité du net qui est bien établi et qui fait là encore consensus. Mais c'est ce qu'on peut dire sur les États-Unis. Est-ce que tu penses, Jérôme, que ça va avoir des conséquences sur... D'abord, est-ce que les conséquences vont être graves aux États-Unis et est-ce que ça peut avoir des conséquences sur ce qui se passe en France au niveau de la neutralité du net, en France ou en Europe? Bah, je pense deux choses. C'est que comme là, ils sont un peu sous, on va dire, l'œil, on en parle, ça serait extrêmement maladroit de la part des fournisseurs d'accès de se ruer dans la brèche et de commencer tout de suite à proposer des packs, comme tu dis, favorisant tel ou tel contenu, parce que là, marketingement, ça serait une grosse erreur. Je pense que les choses se passeront de manière plus lente et sournoise dans les années à venir. Et c'est en gros, quand on n'aura plus rien à foutre du sujet, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que le côté alarmiste que demain, votre Internet va changer, c'est pas ce qui va arriver. Mais après-demain, quand votre vigilance sera retombée et que tout ça sera un état de fait, c'est là où il risque d'y avoir des changements. Et moi, la chose qui me préoccupe le plus de ce que j'en comprends de ces histoires, c'est effectivement la possibilité qu'une certaine concurrence soit étouffée. Et pas la concurrence entre gros, mais d'empêcher l'émergence d'un petit. Internet, c'est quand même... On parlait par exemple de Discord, là, au début de l'émission. Je connais pas tout l'historique de Discord, mais globalement, on va dire c'est un petit qui est en train d'émerger et c'est ça qui fait la dynamique de l'innovation sur Internet. C'est quand une bande de fous du volant se disent bon tout le monde utilise Skype et tel truc, mais en fait, nous, on les trouve nazes, c'est programmé avec les pieds, on a une super bonne idée, on se lance avec $10,000 qu'on a pris chez la tante un peu riche à côté, et on fait un truc et ça devient des entreprises mondiales. C'est un phénomène qu'on voit de moins en moins sur le net, parce que quelque part, les GAFA sont tellement implémentés aujourd'hui que c'est difficile de les remettre en cause, mais quand même, on a l'émergence comme ça de bonnes idées qui deviennent des grands produits. Et ce que j'ai peur... juste pour préciser la manière dont ça peut se passer, parce que certains ne voient peut-être pas exactement comment on peut arriver à ces situations problématiques. On peut imaginer des fournisseurs d'accès qui vont dire on vous fournit un accès avec 20 gigas de données, mais tel et tel et tel et tel service, ils vont pas compter dans vos 20 gigas de données. C'est ce qu'on appelle le zero rating, qui se fait parfois en Europe avec les opérateurs mobiles, mais qui aux États-Unis commençait à arriver même avec les opérateurs non mobiles. Et du coup, ça veut dire que les utilisateurs vont favoriser ceux qui sont déjà là et qui sont inclus dans l'offre, et pas utiliser les autres. Ils se disent je vais pas utiliser mes données pour ça.
reparlons de Discord justement pour parler d'un exemple concret. Après, je pense pas qu'ils feront l'erreur de faire des offres dissuasives. Ça va plutôt être, on vous offre telle connexion et sur cette connexion, parce que, entre guillemets, on a négocié avec Microsoft, Skype sera 2 fois plus rapide et vous aurez un son beaucoup plus clair avec Skype qu'avec n'importe quel autre forfait. Ce qui veut dire, en petite ligne, que votre Discord marchera de manière normale, mais donc bridé par rapport à un Skype qui serait favorisé. Donc ça empêche l'émergence d'un service type Discord. C'est ça en fait, pour moi, le fond du problème de la concurrence. C'est le fond du problème, t'as tout à fait raison. Et on touche à un autre problème en fait qui existe aux États-Unis parce que on a 2 choses qui peuvent protéger la neutralité du net. Je pense qu'en Europe et particulièrement en France, on a un peu ceinture et bretelle, c'est-à-dire que 2 choses peuvent protéger la neutralité du net. D'une part, le fait qu'il y ait légalement une obligation de la respecter, qui est importante bien sûr, mais d'autre part, il y a aussi la question de la concurrence. La concurrence peut vraiment être une force qui permet, et on l'a vu dans le marché des télécoms mobiles en France, avec l'arrivée de Free. Alors la concurrence, il faut qu'elle soit saine. On se souvient que quand il y avait ces 3 acteurs historiques qui avaient on peut le dire, je pense, sans trop risquer de procès, qui s'étaient quand même accordés tacitement pour ne pas baisser les prix. Bon, quand un 4e acteur est arrivé, clairement, les prix se sont effondrés et sont arrivés au prix juste qu'ils devraient avoir et que le marché devrait fixer. Et bon, au-delà de ce débat qui pourrait être débattu, ce qui est certain, c'est qu'aux États-Unis, un énorme problème qu'ils ont, c'est qu'ils ont très 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 peu de concurrence. Dans le domaine des télécoms, les utilisateurs américains ont généralement 1 ou 2 choix, même pour l'internet filaire. On parle même pas de l'internet mobile, mais ils ont que 2 choix pour l'internet filaire. Et donc, c'est un petit peu la fête du slip pour les FAI. Ils font ce qu'ils veulent. Donc, aux États-Unis, ils ont pas la protection de la concurrence, ce qui est quand même une ironie terrible pour le pays du libre marché et du capitalisme. Ouais. Et c'est ce que moi je me tue à dire à mes amis américains et dans les émissions américaines auxquelles je participe. C'est inepte qu'on ait autant de problèmes et en plus souvent les instances gouvernementales essayent de brider les initiatives communautaires. Donc communautaire, on parle du niveau local, des villes et des associations, pour fibrer et diffuser de l'internet au niveau local, parce qu'ils disent ah bah oui mais à ce moment ça fausse la concurrence avec les sociétés qui peuvent plus faire des investissements, qui du coup elles ont les mains libres pour ne pas faire des investissements. Enfin c'est une situation vraiment ubuesque aux États-Unis et donc la neutralité du net mettait au moins une garantie. C'est pour ça qu'elle était importante. Et aujourd'hui, ils se retrouvent, comme je disais, avec ni les ceintures, enfin ni les bretelles, ni la ceinture aux US. Ceci dit, ils ont quand même un espoir parce que il y a la pression publique qui est forte sur les FAI, parce que la pression publique était très clairement en faveur de la neutralité du net et on l'a vu dans les commentaires que sont obligés de recevoir, enfin qui est obligé de recevoir la FCC avant de prendre une décision. Et c'est le premier problème sérieux qui se pose à la FCC. Il y a eu des problèmes de commentaires faux envoyés par millions sur leur site et c'est une obligation légale de prendre compte des commentaires. Et on a plusieurs ministres de la justice locaux aux États-Unis qui ont dit mais attendez, on veut voir ce qui se passe avec ces histoires de commentaires. Visiblement, d'après les études, les commentaires étaient à 80% contre cette décision parce qu'il y avait une énorme quantité de bots qui ont posté des commentaires positifs, genre des millions et des millions. Donc il faut légalement que vous teniez compte de ces trucs, donc il faut qu'on y voit plus clair. Donc envoyez-nous les commentaires et la FCC a simplement refusé d'envoyer les commentaires. Donc il y a ça d'une part. Il y a quand même quelque chose de pourri au royaume du Danemark. Clairement, au royaume de Ajit Pai. Et donc, il y a cette procédure qui est en cours, qui risque de donner quelque chose. Il y a aussi le fait qu'ils devraient, normalement, encore une fois légalement, justifier leur décision. Et
Ajit Pai n'a pas justifié la décision. Il a simplement dit mais c'est mieux pour la concurrence, machin, c'est beaucoup. Mais ça n'a. Bah attends, il a fait une vidéo sur YouTube, rigolote. Et donc il y a ce problème aussi, et il y a aussi le problème que la pression populaire étant forte, les sénateurs, enfin le Congrès américain est en train de réfléchir à du côté des démocrates, mais il pourrait obtenir la participation de républicains, est en train de réfléchir à implémenter la neutralité du net légalement, ou au moins à limiter les comment dire, à mettre des exceptions à la non-neutralité du net, donc à imposer certaines règles par le biais du Congrès, donc qui passe au-dessus de la FCC. Donc voilà, il y a énormément de choses qui se passent. Pour moi, c'est pour ça que je dis oui, il faut être vigilant, mais c'est pas encore le moment de se dire oh mon Dieu, la catastrophe est là, quoi. Après, juste pour répondre à la deuxième partie de ta question, le danger pour la France, il est pour la France ou pour l'Europe ou pour les non-américains, il est effectivement pas direct parce que c'est pas il est réel, ouais. Mais cette histoire de concurrence étouffée, ça a une répercussion mondiale parce que on revient toujours sur le cas de Discord. Si Discord ne peut pas émerger aux États-Unis, il n'émergera pas dans le monde. Donc finalement, on en pâtira tous. Donc par rebond, ça a des conséquences pour nous, oui. On est d'accord, oui, c'est exactement ça. Et c'est par rebond, sachant que il faut que les choses se passent mal aux États-Unis. Disons qu'on est encore dans la première étape d'une situation qui pourrait devenir dangereuse, mais c'est la première étape. Donc moi, ce qui me désole, c'est surtout pour mes amis américains, tu vois, parce que eux, nous, on est tu vois, il faut 3 ricochets pour que ça vienne nous toucher. Eux, ils sont quand même au premier ricochet, donc et puis c'est tellement frustrant que la FCC ne prenne pas en compte les commentaires, ne répondent pas aux Attorney Generals de New York et d'autres villes qui demandent des explications. Enfin, on est vraiment dans une situation compliquée, quoi. Ouais. Mais bon, ils ont d'autres préoccupations aussi au niveau politique qui peuvent être. Je sais pas si t'as vu mais bon, après on va pas partir effectivement sur des réflexions de politique générale, mais le sentiment en tout cas qu'on a vu de loin, c'est que une grande partie des Américains se sentent de plus en plus pris en otage et on va dire le débat démocratique est quelque part, il y a une forme de hold-up, on peut le dire, de toute forme de débat. Après, les Américains, ils sont quand même très forts sur les contre-pouvoirs, donc le backlash risque d'être violent, quoi. Disons que sur le point de la FCC, on est clairement dans une situation où il semble que la volonté du peuple soit pas vraiment prise en compte. Mais bon, c'est un cas particulier. Sur le reste, tu serais surpris de voir combien de gens sont vraiment autant pour le gouvernement républicain que contre une éventuelle disons la candidature de Hillary Clinton. Encore aujourd'hui, avec tout ce qui se passe. Oui, c'est du. Donc, je crois qu'on a une vision ici. Bon, là, c'est une question politique. On va refermer la parenthèse, mais c'est vraiment. On a l'impression que tout le monde est anti-Trump. Et vraiment, moi, pour fréquenter les gens, c'est pas autant le cas qu'on le pense. Donc. Non, moi, après, c'est pas tellement ça, mais c'est plus l'impression que la politique américaine est encore en campagne. Elle n'est pas. Je veux dire, voilà, c'est que il y a pas un président qui a été élu et qui dit bon maintenant la campagne est finie, je suis président de tous les Américains. Là on a quand même l'impression d'un président, et je veux pas tout focaliser sur le président, mais on va dire d'un gouvernement qui dit on bosse pour les gens qui sont OK avec nous, quoi. En disant le contraire, mais c'est un petit peu ce qui se passe avec la FCC. Ils disent certaines choses et puis bon. Bref, ça serait tout un débat à avoir. Je vous recommande d'aller écouter The Phileas Club si vous voulez avoir des impressions plus en direct, et on aura dans une semaine un nouvel épisode où on parlera certainement de ces sujets-là aussi. Phileas Club sur frenchspin.com, site frère de frenchspin.fr où les émissions sont en anglais. Parlons un petit peu d'un autre exemple de la libre concurrence, le fait que Disney soit en train de racheter 20th Century Fox, donc est en train de créer une sorte d'immense mastodonte des médias, qu'ils étaient déjà d'ailleurs, mais là ça devient une force monumentale.
Et au-delà de la joie immense que je ressens à l'idée de voir les 4 Fantastiques et les X-Men rejoindre l'univers cinématique Marvel, qui pour moi vaut tous les dangers possibles de la centralisation et de la concentration des pouvoirs et de l'entertainment, il y a quand même une réflexion intéressante, importante que je me suis fait, c'est à quel point Reed Hastings est quelqu'un de génial. Pour ceux qui connaissent pas ce nom, je pense qu'il a été pas assez applaudi dans ses décisions. C'est le président de Netflix, bien sûr. Et j'ai fait des petites recherches et j'ai retrouvé ce qui s'était passé en 2011, au moment où Netflix était encore un service en grande partie de livraison de DVD. Puisque c'est ce qu'ils ont initié, enfin c'est de cette manière qu'ils se sont lancés. Au début, ils vous envoyaient des DVD par la poste, vous les gardiez autant de temps que vous vouliez, et puis vous les renvoyiez et vous renvoyiez les autres. C'était de la dématérialisation du DVD, mais encore physique, quoi, de la vente de DVD ou de la location de DVD, mais encore physique. Et ils ont lancé la partie streaming quelques années plus tard, et en 2011, Hastings s'est dit bon. Il y a un truc qui se passe. Je pense que l'avenir, c'est vraiment le streaming, mais à fond. Et il faut qu'on y aille à fond. Donc, il a voulu séparer les deux business. Il a voulu garder Netflix comme streaming et il a voulu transformer la livraison de DVD en une autre société qui s'appelait Qwikster. Alors à l'époque, ça avait posé beaucoup de problèmes parce que le service de base coûtait, je crois, $10 par mois ou $12 par mois. Et quand ils séparaient les deux, ils voulaient vendre chacun à $7 ou $8. L'idée étant que les gens choisiraient l'un ou l'autre, mais évidemment, le public a réagi de manière très négative parce que si tu voulais les deux, ça te mettait le prix à 15. Donc c'était. Ouais, je me souviens du backlash à cette époque-là. Ça a été très 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 critiqué. Ouais. C'est ça. Et donc, ils ont fait marche arrière. Mais ce qu'il faut vraiment noter, c'est que en 2011, ils commençaient à peine, et le public commençait à peine à comprendre que peut-être le streaming pouvait être important. Et souvenez-vous, la première saison de leur énorme série House of Cards, qui a fait un gros splash sur le marché de la production télévisuelle, c'était 2013. Donc, c'était à peine il y a 4 ans. Et moi, ce qui me marque vraiment, c'est que aujourd'hui, on est dans une situation où Netflix va perdre les exclusivités Disney certainement parce que eux vont faire un service à eux et il va y avoir cette sorte d'intégration verticale importante où Netflix va devenir un vrai acteur de l'entertainment direct sur le net. Mais vraiment, le truc notable, c'est que Netflix, même sans les exclusivités diverses de Marvel, Disney, etc., ils ont une chance de rester un concurrent sérieux à Disney. Et ils ont acquis, d'une part, ils ont un catalogue de séries hyper important qui peut leur permettre de surnager, et en plus ils ont acquis un savoir-faire et une organisation et une gestion de leur catalogue et de leur production qui vraiment peut leur permettre sur les 2 ou 3 prochaines années de produire des choses qui vont venir combler ce qui va leur manquer. Et aujourd'hui, Netflix, clairement, alors ça va être difficile, peut-être on peut arguer du fait que Disney est plus puissant et puis on a d'autres derrière, machin, mais Netflix est une société qui compte dans cette industrie, là où dans cette industrie où ils sont en concurrence avec un géant, un titan comme Disney Fox. Et il y a 4 ans, ils en étaient encore à vous envoyer des DVD par la poste, quoi. Donc pour moi vraiment cette clairvoyance de Reed Hastings est c'est clair. Alors moi full disclaimer comme on dit en anglais, moi je suis tout petit actionnaire de Netflix mais je suis actionnaire quand même donc mais c'est important que les gens sachent avant que j'en parle. Depuis 2009 donc tu vois moi ça remonte à loin et j'ai vécu la période où personne ne croyait à Netflix avec l'action qui dégringolait et c'était moi je regardais pas parce que tu te faisais des suées froides quoi.
T'es pas allé en racheter plus quand ils ont dégringolé? Bah si, justement. En fait, j'ai acheté surtout au moment où ça dégringolait, mais ça c'est parce que j'achète que des trucs qui dégringolent, moi. Je précise avant qu'il y ait des fantasmes dans les gens qui nous écoutent, quand je dis tout petit actionnaire, c'est minuscule actionnaire, hein. C'est de l'ordre presque de 14 €, 15 €, quelque chose comme ça. Non, mais c'est voilà, je me fais pas des fortunes, mais j'aime bien parier sur des sociétés auxquelles je crois. Et Netflix, justement, avec cette séparation et tout ça, et moi, la personnalité de son CEO, je l'ai toujours trouvé attachant. J'ai souvent écouté ses discours, etc., et surtout très visionnaire. Et comme tu dis, beaucoup ont vu là ces annonces Disney Fox comme ils vont écraser Netflix. Moi, j'ai une lecture complètement différente. On est presque dans une réaction. On est dans une réaction de Disney pour pas se faire écraser. Ça peut paraître, alors, Netflix est encore un nain déjà costaud, hein, un nain type Game of Thrones par rapport à Disney, mais Disney voit bien le vent tourner, ils sont pas cons chez Disney. C'est un paquebot qui est quand même beaucoup plus lourd à manœuvrer encore aujourd'hui que Netflix, et que Netflix accumule des succès. Alors oui, Netflix n'a pas toute la distribution traditionnelle de l'entertainment, mais ils deviennent extrêmement forts sur la nouvelle distribution de l'entertainment, et ils accumulent les succès. Bon, et après ils ont fait Marseille aussi, donc il y a tout, on va dire, mais globalement ils ont trouvé une formule de production qui fait plus que mouche, quoi. C'est dingue, comme tu dis, en aussi peu d'années d'être arrivé à cette puissance dans le monde de l'entertainment, et c'est bien ça que Disney voit arriver, et que s'ils réagissent pas, je le dis parce que moi je suis vieux, hein. Je viens d'une époque où on a failli voir Disney disparaître. C'est là où aujourd'hui ça paraît incroyable, mais Disney à une époque allait extrêmement mal. Et oui, ça quand peut revenir. ils n'ont pas réussi à prendre le tournant de des films d'animation numérique, effectivement, ils allaient très 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 mal. Très, très mal. Ils ont racheté, et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont mis à racheter tout ce qui fait leur force aujourd'hui. Même Pixar commence à être un petit peu moins élevé, mais les énormes forces de frappe de Disney, c'est Marvel et Star Wars. Et donc effectivement, ils se sont dit, il faut qu'on ait des énormes propriétés pour pouvoir. Alors maintenant, ils en ont encore plus. Ils ont des avatars avec Avatar qui fait, je sais plus combien qui a genre 3 films qui sont déjà filmés pour pour la suite. Mais enfin, ils en ont plein chez Fox évidemment. Mais oui, c'est effectivement cette interprétation me paraît pas du tout fausse. Le fait de dire Disney est en train de réagir. L'erreur qu'on fait souvent dans ces jeux de stratégie que sont les sociétés versus les sociétés, c'est qu'on a la vision du marché d'aujourd'hui. Les coups que ces mecs sont en train de jouer, c'est des coups à 5-10 ans. Et ils savent, eux, parce que c'est des gens intelligents a priori à la tête de ces groupes-là, ils savent que la société immortelle n'existe pas, que la plus grosse des sociétés, que ça soit Apple, Google ou ce que tu veux, peut disparaître en 10 ans. Ça s'est déjà vu, des sociétés qu'on croyait indéboulonnables. Moi, je prends toujours l'exemple de la Paname, parce que on le voit dans 2001, Odyssée de l'espace. On croyait tellement que la Paname serait une société indéboulonnable que le vaisseau spatial de 2001, Odyssée de l'espace, c'est un vaisseau Paname. Aucune société, comme aucun empire, comme aucune civilisation est immortelle. Et c'est ce qui me fascine dans ce jeu des sociétés, fascine qui peut faire peur aussi, parce que c'est des rouleaux compresseurs, c'est des combats de titans au-dessus de nos têtes. C'est que ces mecs jouent des coups à très long terme. Et là, Disney, moi j'ai une lecture complètement différente. Pour moi, Disney, c'est une réaction de peur qu'ils ont là. Je comprends, effectivement, on peut clairement voir les choses comme ça. Enfin, je dirais que la réaction de peur s'est initiée au moment où ils ont racheté Marvel et au moment où ils ont racheté LucasArts. Et c'est à partir de là qu'ils ont commencé à préparer le truc pour avoir peut-être, même qu'ils le voyaient déjà à l'époque, ils se sont dit, ils nous font du contenu pour le jour où on voudra se mettre en diffusion directe, en distribution directe, qu'on ait assez pour fabriquer une chaîne à nous. Et là, c'est le cas.
Et deux choses à ajouter à ça. Le fait de vouloir racheter l'ensemble de Fox donne finalement la mesure de ce que peut être Netflix. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. C'est-à-dire que Disney se blinde pour pouvoir résister à un Netflix qui sera 10 fois plus gros que ce qu'il est aujourd'hui. Donc c'est un mouvement défensif. Et l'autre chose, à toutes les personnes qui disent oui, mais ça va être chiant parce que du coup il faudra choisir entre notre abonnement Disney pour regarder tel ou tel film ou tel truc ou notre truc Netflix. En fait, ça va pas se battre à coup d'exclusivité. Moi, j'y crois pas parce que ça se joue à un autre niveau. Mais c'est juste de la négociation. Ça va être, tu me files ton Star Wars, je te file mon Game of Thrones. Et parce que sinon, ils auront pas de quoi négocier. L'idée, c'est effectivement d'avoir des plateformes qui offrent du contenu. Alors, il y aura peut-être des exclusivités temporelles. Peut-être que Game of Thrones ou temporaire, tu veux dire? Temporaire, oui, pas temporel. Ça sera peut-être pendant un mois, ça sera exclusivement sur Netflix ou sur le truc Disney. Mais moi, je me trompe peut-être, mais je pense qu'en fait, après, ils se revendent les droits. Ouais, peut-être. Moi, je suis pas sûr. Hein. Moi, je pense que Disney, Fox, là, ils vont être tout est à nous et autant que possible. Alors, bien sûr, il y a des coproductions qui vont peut-être pas pouvoir retirer de Netflix, mais bon. Et on parle de Netflix, il y en a d'autres. Hein. D'ailleurs, Apple est en train de continuer ses efforts et ils ont engagé, je sais plus comment il s'appelle. Ah, j'ai oublié le nom, mais le type qui a fait Battlestar Galactica. Oui, j'ai pas son nom non plus, mais c'est Ronald D. Moore, voilà. Ouais. Mais oui, donc il y en a d'autres aussi. Et puis, on se focalise un petit peu sur Netflix. Apple n'est pas à sous-estimer, Amazon non plus. Voilà, exactement. Il y a alors il y aura des morts dans ce combat de titans. Oui. Mais à l'idéal, on terminera avec 3 gros qui vont se partager le marché de l'entertainment. Et je pense qu'ils négocieront entre eux. Mais à long terme, au début, ils vont chercher à faire des morts. Hein. Bien sûr que le but, c'est de tuer Netflix. Mais s'ils y arrivent pas, le but, c'est de négocier avec Netflix. Ouais. Bon, il y a HBO aussi de l'autre côté. Il y en a plein. HBO, je donnerais pas cher de sa peau aujourd'hui. Ouais, moi non plus. Je trouve qu'ils sont pas aussi dynamiques. Ils ont pris du retard. Bon. Ils étaient dans une position trop confortable. Et après, ils peuvent se ressaisir, mais il faudrait peut-être un changement à la tête de HBO, en fait. Ouais, peut-être. Mais alors, je dirais pour conclure que Netflix a des propositions fortes eux, et puis ils ont aussi un système de licence qui peut intéresser les spectateurs et les clients. On voit par exemple des séries qu'ils licencient, enfin qu'ils achètent à la BBC par exemple, des trucs d'une immense qualité comme Peaky Blinders ou The Crown ou des trucs comme ça. Ah non, remarque, The Crown c'est eux qui produisent. Mais bon, ils en c'est eux qui produisent. Oui, non, mais tu vois, c'est et ils en ont qui licencient à la BBC. Tu vois, il y a plein de petits trucs qu'ils peuvent aller chercher qui étoffent aussi leur offre. Donc pour moi, oui, c'est compliqué de perdre certaines choses, surtout pour les enfants. Disney, ça va être la chaîne pour les enfants, c'est clair. Mais il y a aussi YouTube qui est de l'autre côté, même si bon, ils ont des problèmes. Enfin bref. Pour conclure, pardon, tu veux dire un truc et puis je conclue? Non, okay. mais bon, c'est conclue, enfin non, conclue, oui. Je pourrais en parler des heures. Bon, ouais, on est d'accord. Mais ce que je voudrais dire, et ça, on revient à la question de les petits qui viennent bouffer les grands et l'interprétation qu'on peut en avoir à ce moment, quand ils ont eu ce problème de service de DVD qu'ils voulaient séparer et que finalement ils ont fait marche arrière, on a eu des commentaires sur le net comme wow, bon, il est temps d'avoir un nouveau président pour Netflix avec tous ces changements d'avis. Reed, c'est bon, tu sais pas ce que tu fais, file-moi ton boulot, moi j'aurai quelques idées pour sauver ta société, etc. Alors évidemment, on voit toujours des trucs comme ça, mais c'est marrant de les voir aujourd'hui et de voir ce qu'est devenu Netflix. Moi je m'en souviens très très bien. Mais ça a été un peu pareil pour Bezos à une époque. Hein. C'est vrai. Bezos et lui, on fait partie Amazon. des moutons d'Amazon. On fait partie des moutons noirs de la bourse. On va dire globalement entre 2008, 2009 et 2013. Ouais. C'est vrai. Bon, passons à notre troisième sujet. C'est Magic Leap qu'on ne peut pas ne pas évoquer vu le buzz qu'il y a eu autour de cette société pendant des années maintenant, avec des investissements mirobolants sans qu'on ne sache même de la nature de leurs produits. Alors on savait qu'ils travaillaient dans la réalité augmentée, mais on n'avait pas les détails. Ils ont enfin publié sur leur site certains détails. Ils ont dit qu'une version développeur arrivait au début de l'année et que leur produit
commercial arriverait courant de l'année prochaine. Donc enfin, on va avoir le produit. On a des images, c'est des sortes de de lunettes, de grosses lunettes de ski, de goggles, je sais pas comment dire. Ou comme je disais ce matin, le masque de Widow dans Overwatch. Voilà, un petit peu, ouais. Donc c'est des grosses lunettes de ski. C'est on a un petit pack de calcul, donc l'ordinateur qu'on doit mettre dans la poche et une petite batterie qu'on met à côté. Donc tout ça est connecté et puis ensuite on peut bouger comme on veut. On a une petite manette, une petite télécommande qui nous permet de manipuler le truc. Voilà. Et j'ai la vidéo qui s'est lancée. Et le truc, c'est que au-delà de ça, on n'a toujours pas énormément d'informations. Alors, ils parlent beaucoup de technologie, de light field, et ils disent des choses intéressantes sur le fait qu'ils ont proposé à un reporter d'aller les essayer. Et ils parlent beaucoup du fait que dans les technologies de réalité virtuelle ou de réalité augmentée classique, on a 2 images plates qui sont utilisées pour créer l'illusion d'un relief. Et que en gros ces 2 images plates, c'est le cas avec les écrans, etc. Et eux, ils utilisent des rayons de lumière qui sont reflétés sur ces prismes que sont les petites les lentilles du casque. Mais c'est une technologie différente de ces écrans ou de ces images plates, et donc le réalisme est beaucoup plus important. Alors c'est vraiment de la réalité augmentée. On est dans un contexte plus proche de celui de HoloLens, mais avec une machine plus compacte et puis une technologie un petit peu différente et un champ de vision qui est un peu plus large, mais qui est quand même là. Ça couvre pas tout votre champ de vision, mais il est quand même plus large que sur le HoloLens. À peine supérieur au HoloLens, qui a quand même un champ de vision assez étroit. Hein. Un petit peu, ouais. Mais bon, voilà. Et ils disent que le produit sera en vente. Ils disent ça sera le prix d'un PC haut de gamme. Et que c'est genre les premiers, ouais, voilà, ça fait cher. Et c'est, ils veulent pas ni donner de prix ni donner de date, mais ils disent ça sera un truc genre pour les enthousiastes, genre les premiers ordinateurs ou les premiers. Ça sera pas un produit très grand public en tout cas au début, mais ils croient vraiment à leur technologie. Alors, on n'a pas beaucoup plus de détails que ça, mais vu ce qu'on a, qu'est-ce que t'en penses ? J'ajoute juste une chose, je sais pas si t'es au courant de la polémique de ce matin, c'est que certains ont analysé les images et dit c'est un render 3D, les lunettes, que c'est pas un vrai produit. Et du coup, il y a déjà eu 2 démentis de la part de Magic Leap en disant au début non, c'est pas un render 3D. Bon, on a retouché un tout petit peu sur Photoshop pour cacher des trucs que les gens n'ont pas à savoir. Puis 2 heures après, ils ont fait un autre truc. Oui, alors en fait, c'est quand même un petit peu un render 3D, mais d'un produit qui est fini, mais on a assemblé les couches dans Photoshop. Voilà, c'est un render 3D d'un produit qui existe vraiment. Croyez-nous. Ouais. Ouais, bon ça, les photos marketing, je me dis bon. Tous les produits sont des renders 3D. Quand vous voyez une photo de ce que vous croyez être l'iPhone, c'est un render 3D sur les affiches. C'est pas des vraies photos. Pas toujours, hein. Moi, j'ai vu justement la manière dont ils prenaient les photos. Ça peut être. Ça se fait de moins en moins, je peux te dire, sur les produits technologiques. Mais là n'est pas le problème, c'est que Magic Leap a quand même un historique parce que là, le proto qui nous montre, enfin le produit pour développeurs, il y a 1 an, ils avaient fait une démo avec le truc avec un sac poubelle. Enfin, c'était leur proto. Bon, ça faisait un peu, putain, mec, on t'a filé 1,6 milliard de dollars, quoi. Tu mets au moins une couche de plastique sur ton prototype, quoi. C'est quoi ce bordel? Donc, et puis surtout, ce que je disais ce matin, l'innovation dans l'AR et la VR, quelque part, le produit qu'ils vont mettre, on a l'impression déjà de l'avoir vu 3-4 fois, quoi, chez les autres. On voit pas où est le leap, justement. Ouais. Et c'est ce qu'on attendait de cette société, c'était un truc. La première image de cette société, c'était un éléphant dans la main, quoi. Et on se disait, putain, ils sont en train d'inventer un truc, on n'aura même pas besoin de lunettes. Là, ils nous sortent une grosse visière, quoi. Bon, elle est quand même plus petite, même par rapport au casque de réalité virtuelle. C'est quand même le plus petit casque qu'on ait vu jusqu'à maintenant.
Mais ouais, sauf que t'as une partie à mettre à la ceinture, quoi. d'accord, mais elle est pas énorme la partie non plus, je trouve. Mais bon, à moins qu'ils aient pris un modèle, un mannequin hyper grand pour qu'on ait l'impression que le truc soit plus petit. C'est le genre de truc auquel tu peux penser. Je suis d'accord que c'est un peu moins grand que les autres, mais ça reste du truc que tu porteras uniquement chez toi seul, quoi. On n'est pas dans le machin que tu vas porter au bureau, quoi. Bonjour les yeux de mouche, quoi. Peut-être, je sais pas. Mais bon, disons que au-delà de tout ça, moi, ce qui me gêne, c'est que dans tout le reportage, le long reportage du journaliste du journaliste de Rolling Stones, qui a ou c'est Glixel, je sais plus, l'un des deux, qui a essayé le truc. J'ai pas l'impression qu'ils disent « Oh mon Dieu, c'est incroyable, c'est tellement mieux que tout ce que j'ai vu ailleurs, l'image a l'air... » Alors il dit « Oui, l'image est réelle et j'ai beaucoup de mal à distinguer l'image synthétique de ce que je vois vraiment. » Il le dit, mais c'est un petit peu ce qu'on dit avec les autres casques de réalité virtuelle, ou de réalité augmentée plutôt, qu'on a vu. Le HoloLens, c'est un petit peu ça aussi. Alors... c'est des images synthétiques qui sont pas censées être réelles, donc peut-être que la frontière est plus difficile, mais il n'empêche, c'est quand même une image que moi, quand je l'ai essayé, je me disais, oh, bah oui, c'est devant moi. Alors c'est un truc de qualité graphique peut-être moins importante, mais la technologie me dérangeait pas plus que ça. Donc à voir, peut-être qu'il faudra l'essayer pour se rendre compte de la différence, mais bon, bref. Voilà pour le Magic Leap qui se dévoile. Je te donne l'accroche que j'avais trouvée ce matin, c'est Magic Leap, un saut de puce ou un pas de géant. Bah oui, pour le moment, on sait pas encore. C'est pas que c'est l'un ou l'autre, c'est qu'on sait. Toi, t'as tendance à dire que c'est peut-être un saut de puce, mais moi, je dirais on sait pas. Enfin. Non, mais on sait. Mais là où je dis que c'est un saut de puce, c'est que s'ils ont fait un truc à peine meilleur que ce qui se fait ailleurs, c'est un saut de puce, vu la promesse qu'ils avaient au départ. C'est vrai. C'est vrai. Je veux dire, les images avec lesquelles ils se sont vendus, c'est une baleine qui volait au-dessus d'une plage, quoi. Enfin, tu vois, ils devaient nous blower notre mind, quoi. Là, j'ai pas l'impression que ça va nous exploser le cerveau, quoi. Ouais, ça va pas blower notre mind, effectivement. Non. Ouais. Enfin, on sait pas, mais on n'a pas l'impression, quoi. Bon bah écoutez, c'est tout pour nos sujets importants qu'il fallait retenir et je vais donc faire une toute petite pause avant de passer aux news et aux rumeurs pour remercier encore une fois, encore et toujours les auditeurs qui choisissent de soutenir l'émission. Vous savez que vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech et de cette manière vous décidez de soutenir financièrement le podcast. C'est très très simple, hein. Vous créez votre compte en 1 minute 30, vous décidez de donner 1, 2, 3 $ par épisode. Et puis, vous pouvez mettre une limite du nombre d'épisodes que vous pouvez soutenir par mois. Et ensuite, quand je publie les épisodes, ils sont pris en compte. Et à la fin du mois, vous êtes débité du montant que vous avez assigné. Et vous pouvez continuer tant que vous voulez, vous arrêter tant que vous voulez, à n'importe quel moment. Si dans 6 mois, vous vous dites « Oh, c'est bon, Patrick, il m'emmerde, j'ai plus envie de le soutenir. » Ou même, si vous avez plus assez, si votre situation change ou vous voulez plus soutenir, et ben vous pouvez arrêter quand vous voulez. Donc c'est un système hyper sain, ça permet à l'émission d'exister et à tout le monde d'écouter le Rendez-vous Tech. Donc je vous encourage, si vous appréciez l'émission, à donner le prix d'un café ou le prix d'une bière pour soutenir l'émission, ça nous aide énormément. Et aujourd'hui justement, j'aimerais remercier Raphaël Tunus, Jailey, Nicolas Julien, Nicolas Tizio, Jean-Julien Beau, David Zar Lancelot, Olivier Billion, qui est de bien meilleure qualité qu'Olivier Million, bien sûr, Amara et Médénor. Merci à vous tous et à tous ceux qui soutiennent le Rendez-vous Tech. C'est grâce à vous que l'émission existe. Et bien sûr, un grand merci à tous ceux qui écoutent l'émission et qui en parlent à leurs amis, c'est aussi une aide précieuse. D'ailleurs, j'ai écrit un long article sur mon métier de podcasteur, j'en reparlerai à la fin de l'émission, mais je parle aussi beaucoup de communauté dans cet article, parce que je pense que c'est hyper important, donc je vous en reparlerai en fin d'émission, parce que pour le moment, on va retourner aux news tech avec nos news et rumeurs rapides. Alors, je vais lire rapidement les différents sujets et Jérôme, tu m'interromps et tu me dis s'il y a quelque chose à dire. Je pense que sur le premier, tu auras quelque chose à dire. C'est la sortie de l'iMac Pro, qui est donc cet iMac format tout en un, mais avec une puissance importante qui peut convenir aux professionnels, qui est désormais disponible. Et là où c'est intéressant, c'est que c'est un iMac, alors très cher, on commence à 5 000 €, quelque chose comme ça.
Et sachant que, vu la puissance qui est dans la machine, le prix semble justifié. C'est-à-dire que quand on essaye d'assembler un PC équivalent, on arrive quand même à peu près à ce prix. Donc c'est pas tant le prix qui est surprenant, mais surtout, moi, je me demande la réaction des pros, quelle elle va être. Ils ont l'air d'être satisfaits par le produit, mais quand même, l'idée d'une machine professionnelle, souvent, c'est qu'on se dit on peut la faire évoluer avec le temps, on peut remplacer une carte graphique, on peut remplacer un processeur, on peut mettre plus de RAM. Et là, cet iMac Pro n'a aucun accès aux composants, donc on peut pas du tout faire ce genre de choses. Ils travaillent encore sur leur prochain Mac Pro où ça sera possible, mais ce type de produit, il se destine à qui en fait? Est-ce qu'il y a des clients à ton avis? Alors pour être de plus en plus et connaître de plus en plus le milieu pro, notamment en vidéo, en fait c'est un produit assez malin et les professionnels sont contents parce que nous en fait on a une vision un peu particulière. On ouvre la machine, on aime changer les composants nous-mêmes. Les professionnels n'ont pas toujours le temps. En fait, ça dépend de quel professionnel on parle. Professionnel, c'est une gamme large, mais souvent, un studio de montage, ils vont avoir un besoin d'ordi direct sorti de la boîte. 1 heure après, il faut que ça marche, il faut que ça tourne. Et ils vont le calculer en termes de rentabilité, en fait. 5 000 € pour un particulier ou même un enthousiaste, faut pas acheter ça, quoi. Pour moi, c'est pas que ça soit trop cher par rapport à ce qu'il y a dedans, mais c'est un prix d'accès, qui est énorme. Pour des professionnels, si ça permet de gagner de l'argent derrière, c'est ce calcul-là qu'ils vont faire, en fait. Donc, ça va être un calcul d'amortissement. Et les professionnels, je peux te dire, dans la vidéo, ils achètent facilement des machines et notamment des disques durs, et ça va de 10 000 € en 10 000 € pour des postes, voire beaucoup plus cher. Vous n'imaginez pas ce que peuvent coûter certains outils professionnels d'étalonnage ou des trucs comme ça, des pupitres DaVinci ou des machins comme ça. On parle en dizaines de milliers d'euros d'investissement. Donc et ces gens-là vont peut-être pas ensuite demander à leur département informatique d'aller s'emmerder à changer la carte graphique. Disons, ils vont pas le faire eux-mêmes. Et on n'est pas encore sûr, mais a priori, Apple laisserait entendre qu'on peut quand même changer la RAM, mais il faudra passer par Apple. Donc au prix de la RAM Apple. Donc c'est-à-dire un prix délirant, mais en gardant la garantie. Donc, mais clairement pour moi, l'iMac, de toute façon, je le vois dans les studios de montage, c'est en fait les postes qu'on va rajouter sur une grosse prod, quitte à les revendre derrière ou les réexploiter pour une autre prod derrière. Donc, ça leur va très bien que ça soit un produit fini où il n'y ait pas de bidouillage à faire dedans. C'est pas non plus, l'iMac n'est pas vu comme le poste principal ou la grosse machine où là, on va plutôt attendre le nouveau Mac Pro. Pour avoir un truc évolutif, quoi. D'accord, donc effectivement, peut-être certains, et je suis sûr que certains auditeurs nous diront si oui ou non dans leur corps de métier, c'est le genre de produit qui peut convenir, même s'il a le tag pro et qu'on peut pas vraiment le faire évoluer. C'est pas forcément ce que cherchent tous les pros, quoi. Non. Et puis mine de rien à 5 000, parce que souvent on se dit ouais, une entrée de gamme à 5 000, ça veut dire que minimum il va falloir sortir 10 000. Déjà la proposition d'entrée de gamme. C'est une machine assez monstrueuse à 5 000. Ouais, moi, j'en rêverais. Je ne peux pas me payer une machine comme ça, même professionnelle. En tant que professionnel, je peux pas parce que pour la rentabiliser avec des vidéos YouTube, il me faudrait beaucoup trop de temps au niveau de ce que me rapportent les vidéos. Mais ça serait une machine dont je rêverais pas mal. Ouais. Autre news de chez Apple, ils auraient visiblement, selon Mark Gurman de Bloomberg, qui est très informé, ils auraient un plan pour combiner les applications iPhone, iPad et Mac dans le store, c'est-à-dire que les applications iPhone fonctionneraient sur Mac et les applications Mac pourraient fonctionner sur iOS. Alors, on imagine que ça serait peut-être des versions différentes dans ce cas-là, mais peut-être des applications iOS qui fonctionneraient sur macOS avec alors on sait pas exactement comment, est-ce que c'est juste quand vous téléchargez l'application sur Mac ça vous envoie le programme dédié au Mac, ou est-ce que ça envoie le programme iOS avec une adaptation à l'interface clavier souris? On sait pas trop, mais voilà, c'est une rumeur qui court. On sait bien sûr que Microsoft a tenté de le faire
sans vraiment connaître le succès, mais comme j'en plaisantais sur Twitter, ça serait pas la première fois que Apple réussirait là où Microsoft s'est planté, et même si Microsoft était là le premier, hein, on l'a vu plus d'une fois. Mais bon, il n'empêche que là, je suis un petit peu sceptique, quoi. Des applications iOS sur Mac. Si, putain. Si, tu t'y crois, toi? Ah, ouais. Moi, j'attends que ça. Je me sers plus maintenant dans mon travail de certains trucs. Le nombre de fois, en fait, je travaille de plus en plus rarement sur mon ordinateur, à part pour le montage vidéo. Mais tout le reste, je le fais de plus en plus sur iOS. Mais ça me déplairait pas de pouvoir ouvrir des trucs que j'ai fait sur mes applis, sur ma tablette ou sur mon smartphone, d'y avoir accès directement sur mon ordinateur. Et le problème, remarque, tu dis ça, en y pensant 2 secondes, je me rends compte qu'en fait, peut-être que ça pourrait être intéressant. Je sais pas pourquoi j'ai une réaction adverse. Non, mais moi, je vois, si par exemple, fait, je viens de changer de logiciel de facturation et il est que sur iOS, le truc de facturation que j'ai. J'aimerais bien pouvoir l'ouvrir sur mon ordinateur les rares fois où j'ai besoin de faire. Normalement, ma compta, je fais tout sur mon iPad maintenant. Mais les rares fois où j'ai besoin de mon ordinateur pour faire certaines manips en compta, j'aimerais bien avoir un accès direct. Alors, ça va, je peux faire des copier-coller entre mon Mac et ma tablette, mais ça serait encore mieux si je pouvais ouvrir l'appli direct. Et d'une manière générale, les mises à jour sont un peu asthmatiques sur Mac, c'est-à-dire les applis sont vieillissantes et t'as des fonctions. En fait, tout le marché s'est complètement inversé. Les mises à jour sont beaucoup plus rapides des logiciels, même quand t'as des équivalences. T'as beaucoup plus d'innovation sur la partie mobile que sur la partie desktop, quoi. Donc non, tu m'as convaincu effectivement, et effectivement la tendance s'est inversée. On a beaucoup plus d'applications qui sont alors elles sont sur l'ordinateur souvent ou parfois par l'intermédiaire de l'application web, mais c'est aussi plus de développement pour le développeur qui veut pas forcément maintenir les deux, et ça peut effectivement avoir du sens dans certains cas, mais oui, ça peut aussi apporter une certaine richesse au Mac qui va bénéficier du dynamisme du développement sur iOS et sur iPhone en particulier. Et ça facilite la vie des développeurs. Non, tu m'as convaincu. Ouais. J'étais très sceptique, mais alors évidemment, il faut réussir son coup. On se souvient que Microsoft n'avait pas réussi vraiment à créer cet effet d'entraînement, mais l'approche de l'expérience utilisateur et le dynamisme de la plateforme sont très différents chez Apple. Donc peut-être qu'il pourrait réussir. Ouais, moi je trouve que l'approche de Microsoft, je dis pas qu'elle est pas pertinente, parce que je pense que ça convient à certaines personnes, mais l'approche de Microsoft, pour moi, on sait quelle est la différence, c'est je vais mettre un ordinateur dans quelque chose de plus petit. Pour que vous puissiez utiliser... je parle pas des surfaces d'aujourd'hui, mais je parle de Windows RT à l'époque, et tu vois, cette tentative-là. Aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus cohérent chez Microsoft. À l'époque, clairement, ils avaient pas réussi leur coup, mais... Non, trop tôt. La société Synaptics, qui fait de la technologie biométrique, a enfin réussi à perfectionner sa technologie de lecteur d'empreintes digitales sous les écrans. Et c'est assez marrant parce que il y a, je sais pas, 6 mois, on m'aurait dit ça, j'aurais dit technologie du futur, machin. Et là, ils sont en train de parler avec des gros fabricants, genre 5 fabricants qui sont intéressés. Mais aujourd'hui, c'est marrant, hein, la mode. C'est vraiment, évidemment que c'est une technologie hyper intéressante. Tu gardes l'écran sur toute la surface de ton téléphone et tu peux avoir un lecteur d'empreintes digitales en dessous. C'est hyper intéressant. Mais maintenant que j'utilise le Face ID depuis un moment, je me dis, ouais, c'est cool. Pas juste, pas comme je l'aurais fait il y a 6 mois. C'est le futur, c'est trop bien, machin. Et je pense que c'est artificiel, mais ma réaction est quand même celle-là, quoi. On peut penser ce qu'on veut du Face ID et d'Apple, mais en faisant un choix extrême en disant parce que ce que Apple nous dit avec le Face ID, c'est fuck l'empreinte digitale. C'est un peu ça, oui, complètement. Il l'a ringardisé instantanément en disant non, nous on met pas les deux sur notre 3 méthodes, on en met qu'une parce que c'est celle-là le futur. Alors à tort ou à raison, on n'a pas encore assez de recul, à mon avis,
pour savoir si le Face ID est aussi secure. Après, Apple nous dit que c'est plus secure, mais bon, secure même pas, c'est mieux au sens large. Mais à l'usage, est-ce que c'est mieux ou pas, on sait toujours pas. Bah, moi qui travaille avec un iPad Pro qui a l'empreinte digitale et un iPhone 10, l'empreinte digitale m'insupporte maintenant sur mon iPad. Et je te jure que non, mais je suis d'accord. Plus d'une fois, notamment, moi, j'adore Face ID, pas tellement pour déloquer mon téléphone, parce qu'à la limite, ça, c'est pas que je m'en fous, mais c'est plutôt son intégration dans les applis. Tu vois là, tu le savais pas, mais pendant que tu parlais, j'ai ouvert mon PayPal parce que je dois faire à travers le micro, il m'a reconnu, pas de code à rentrer et tout ça. Pour moi, je suis dans le futur, quoi. Et ça marche super bien. On va pas dire l'inverse juste pour pas passer pour des Apple fanboys. Ouais. Mais le Face ID marche super bien. Ouais. Je suis d'accord qu'effectivement, à l'usage, et c'est peut-être ça la chose à retenir, j'ai l'impression que tous les utilisateurs d'iPhone 10 ont j'ai l'impression qu'ils disent, ouais, à l'usage, je me rends compte que cette technologie, je la préfère à l'empreinte digitale. Maintenant, peut-être que ça fait que quelques mois, on est encore dans la période dorée de la lune de miel avec notre iPhone 10, donc il faudra voir dans les mois et les années à venir comment ça se développe. Ouais, j'ajoute juste un dernier mot, désolé. Je pense qu'au-delà même de la sécurisation et de la reconnaissance, ça crée un lien avec ton smartphone qu'il n'y avait pas avant. C'est-à-dire le fait que l'iPhone soit conscient. Moi, il y a un truc que j'adore, c'est tout con, mais dès qu'il sent que je le regarde, qu'il baisse la sonnerie, tu vois, ça sonne fort, tu t'approches, tu le prends en main, il continue à sonner, mais il va baisser la sonnerie parce qu'il t'a vu. Et ça crée, alors je suis peut-être un peu ma boule, mais je sais pas, ça le rend presque plus familier. Ah, il m'a reconnu, il s'apaise, tu vois. Enfin, il y a un truc, c'est un peu comme un chien qui aboie et tu rentres et il s'apaise. Ah bah moi j'espère que ça marchera pareil avec mon enfant dans quelques le Face ID du bébé de Patrick. Non mais ça serait génial. Non mais ça serait très drôle de faire une vidéo. Peut-on tromper le Face ID du bébé de Patrick et on met des masques de Patrick et on voit si le bébé continue à pleurer. Ça serait pas mal, effectivement, oui. Bon, en parlant de reconnaissance, non, plutôt de réalité augmentée, Google a sorti son ARCore Preview 2, donc leur technologie de réalité augmentée, la deuxième preview pour les développeurs. Et surtout, ce qui est important de noter, c'est qu'ils ont supprimé ou ils ont mis fin à leur développement de projet Tango. Vous vous souvenez, c'était cette technologie matérielle qui permettait de faire en fait de la reconnaissance spatiale dans dans l'espace, tout simplement. J'avais toujours dit que ça me paraissait compliqué d'avoir du matériel spécialisé dans ce domaine et de pouvoir peut-être des utilisations très spécifiques. Mais bon, clairement, on a atteint un niveau où tous les smartphones peuvent, ou pas tous les smartphones, mais les smartphones classiques de bonne qualité aujourd'hui peuvent avoir des résultats assez satisfaisants pour que finalement le projet Tango soit délaissé. Donc voilà, c'est à noter quand même. Nintendo a annoncé qu'ils avaient vendu 10 millions de Nintendo Switch il y a quelques jours de ça. C'est assez notable parce que 10 millions, c'est une quantité monumentale pour une console l'année de sa sortie. Et j'ai comparé aux ventes de la PlayStation 4 qui s'est très bien vendue au moment de sa sortie. Et sur les 8-9 mois, les 8-9 premiers mois, on était aussi à une dizaine de millions. Avec cette différence notable que la PlayStation était sortie juste avant Noël. Alors là, on arrive à Noël, donc on n'en est pas loin, mais on est quand même à un mois de Noël précisément, et Nintendo a réussi en fait à vendre 10 millions sans avoir la période spécifique de Noël. Donc voilà, c'est juste encore une fois pour appuyer sur le fait que Nintendo a très clairement réussi son coup avec la Nintendo Switch et ils font enfin c'est le retour. Alors c'est intéressant parce que c'est à la fois une console portable et une console de salon, donc ils consolident leurs deux marchés. Donc forcément ça amène beaucoup de clients, mais clairement c'est un succès quoi.
Oui, et on parlait des vies et morts des civilisations et des sociétés. Bravo à Nintendo pour ce retour en force. C'était une société il y a pas si longtemps dont on donnait pas cher, quoi. Ah bah à la fin de la vie de la Nintendo Wii U, clairement ils étaient en grand danger, c'est certain. Enfin pas en grand danger, mais ils étaient en danger. Ils pouvaient pas rater leur coup sur la Switch parce que s'ils le rataient, là ils étaient vraiment. Ouais, là ils auraient été mal. Bon, il y en a d'autres qui semblent ne pas vraiment réussir leur coup. Une étude rapide qu'a fait Android Police du Google Play Store montre que l'application caméra du Essential Phone, vous savez ce téléphone de Andy Rubin, qui est censé être un téléphone de, comment dire, un des grands téléphones au niveau du concept en tout cas d'Android. Et ben donc cette application caméra qu'il faut downloader du store n'a été downloadée que 50 000 fois environ. Ce qui veut dire que, alors bien sûr, tous les acheteurs ne seront pas forcément allés télécharger l'application caméra, mais enfin quand même, on peut penser que la plupart d'entre eux le feront. Et elle a été chargée que 50 000 fois, donc ça sent pas bon pour Essential, quoi. Non, ça sent pas bon. Après, si on regarde the bigger picture, ça a mis Andy Rubin. En fait, je pense que pas tant de gens savaient qui il était avant. Et que quelque part il s'est construit. Alors bon, après il y a du bad buzz sur lui en ce moment, mais ça c'est encore une autre histoire. Mais quelque part il s'est fait un nom avec les Essential Phone, qui peut être une certaine valeur. Et j'espère qu'il aura les reins assez solides pour peut-être que l'Essential 2. C'est un peu normal de rater son premier. C'est pas un marché simple quand même, les smartphones. Je suis d'accord. Ouais. Bon, peut-être effectivement. Moi, je dirais. Alors, c'est marrant parce que c'est aussi un téléphone à moitié modulaire, donc ça me fait toujours rire parce que on se souvient de ce que tu disais il y a quelques mois ou quelques années sur ce type de téléphone. Mais bon, bref, passons sur ce sujet. Mais c'est le débat n'est pas fini. L'innovation n'est jamais finie. Demain, on aura un téléphone en 4 morceaux. Je vais bien me foutre de ta gueule. C'est vrai. J'ai hâte. Mais oui, moi je crois que quand même là c'est un tel plantage, si c'est confirmé, ce type de chiffre, que bon. Mais à la limite, moi je verrais plus qu'un Essential 2. Je verrais peut-être un rachat de son équipe par une société qui a du mal, et parce que le téléphone est clairement un téléphone de super qualité, super bien construit. Et du coup, sur une société comme je sais pas moi, LG ou tu vois même Lenovo ou une société de taille moyenne dans le domaine des téléphones, peut-être qu'il pourrait se créer une gamme premium avec le savoir-faire de Andy Rubin et de son équipe. Donc enfin bon, quand tu dis c'est un bon, le truc c'est qu'il a pas non plus les faveurs de la presse. Ça aide pas un lancement. Ils ont fait quelques choix qui n'étaient pas les bons. De toute façon, là où le marché est compliqué, c'est pour les smartphones, c'est que nous on va dire bas de gamme, mid de gamme et haut de gamme. C'est pas si facile parce que c'est des écarts qui sont pas si énormes et c'est pas un marché, c'est pas parce que c'est un marché dont on a l'impression d'avoir tout fait dessus que c'est un marché facile. Tu débarques pas comme un nouvel acteur et réussir tout de suite comme l'a fait OnePlus. Ils ont eu de la chance, OnePlus par exemple, avec leur premier. Adidas, justement, dans le domaine des gens qui se plantent un peu, Adidas a annoncé qu'ils allaient qu'ils allaient interrompre leurs efforts ou même supprimer leurs efforts dans le domaine de la technologie portée, le terme officiel. Et c'est intéressant pour moi parce que ils ont vu arriver ce nouveau domaine de la technologie et ils ont voulu prendre une place avec leur montre, leur tracker, etc. Et pour moi, c'est symptomatique d'une relation qu'ont de nombreuses grosses sociétés en dehors de la tech avec le domaine de la tech. C'est-à-dire qu'ils se disent oh bah ouais, on va faire un truc tech, ça va bien marcher, nous on est gros donc ça va marcher, ça va réussir. Mais en fait, vraiment, c'est une approche qui comprend mal l'univers de la tech. Quand tu essayes de devenir un gros acteur dans ce domaine, il faut être prêt à te focaliser sur ce truc de manière hyper importante, à tel point que ça puisse peut-être transformer ta société. Tout le monde ne veut pas forcément ça.
Mais vraiment, si tu veux te devenir un concurrent sérieux avec des sociétés tech, tu peux pas le faire à moitié. Tu peux pas le faire comme un afterthought, comme on dit en anglais, comme un truc secondaire. Il faut vraiment que tu t'y consacres à fond et que ça devienne le focus de ta société presque. Donc évidemment, Adidas voulait peut-être pas ça, mais c'est pas étonnant qu'ils aient pas réussi à devenir un acteur essentiel dans ce domaine pour moi, parce que c'est tellement dur. C'est souvent l'erreur que font énormément de sociétés. Il y a une mode, ils essaient de surfer dessus en se disant on va bien grappiller certains trucs. Nike a fait exactement le même parcours. Ils avaient essayé de monter, mais là où en fait Adidas Nike ils se sont raccrochés au wagon d'Apple et du coup ils sont dit... Ils avaient d'abord sorti leur propre tracker. Oui, t'as raison. Ils avaient sorti leur propre tracker, mais ils ont compris très vite ce qu'il faut comprendre, c'est que Nike et Adidas ont par contre une énorme carte à jouer comme caution de tech, et c'est ce que Nike fait avec Apple et que là Adidas va essayer de faire avec Fitbit, c'est d'apporter sa caution. Voilà. Ouais. C'est ce que Leica a fait avec Huawei. Moi, je connais bien le monde de la photo et c'est ça. Des marques comme Canon, Leica et tout ça ont des cartes à jouer au niveau, par exemple, des smartphones, pas en faisant leur propre smartphone, mais en signant des collabs. C'est sûr. Mais je crois que l'idée d'Adidas, et ils ont une présence, ils ont Runtastic, ils ont une app à eux, et je pense qu'ils vont finalement se concentrer sur leur cœur de métier, et c'est sans doute la bonne décision. Mais je crois que l'idée, c'était de prendre contrôle sur le marché, parce que maintenant, ils vont se concentrer sur leur métier, les chaussures et les vêtements de sport. Plus que... Pardon, juste pour rectifier un de tes termes, plus que du cœur de métier, là je suis désolé mais je viens du marketing, c'est plus leur cœur d'image. On n'achète pas un produit technologique signé Adidas parce qu'Adidas ne fait pas de la technologie. C'est pas tant ce qu'ils vont faire, mais plutôt ce qu'ils représentent dans la tête des consommateurs. Et c'est extrêmement difficile pour une marque, c'est faisable, mais ça demande énormément d'efforts. Apple l'a fait, avec la musique, etc. Mais de dire non, aujourd'hui on fait autre chose. Il va falloir compter sur nous dans ce domaine-là. Ça demande des investissements et, comme tu dis, un changement de culture d'entreprise profond. Bon, parlons de Google et de Chrome un petit peu. Ils vont commencer à bloquer les publicités. Alors, vous vous souvenez qu'ils allaient intégrer ce bloqueur de pub dans leur navigateur Chrome chez Google. Et alors, juste pour expliquer, ça va pas bloquer toutes les pubs, bien sûr. Ça va uniquement bloquer les pubs qui ne correspondent pas aux guidelines qu'ils se sont donnés pour des pubs acceptables dans la Coalition for Better Ads qui a été établie il y a quelque temps. Et donc, ce que ça veut dire en pratique, c'est que vous aurez pas des pubs qui, entre guillemets, abusent selon Google. Ça va pas changer l'expérience des utilisateurs. Il y aura toujours des pubs sur vos sites. C'est juste que les pubs auront reçu l'approbation de Google. Voilà. Ensuite, on en pense ce qu'on veut. C'est juste pour signaler que ça va arriver en février sur Chrome. Ça pose un peu quand même, je dis juste un mot, un problème un petit peu similaire à la neutralité. C'est que, à première vue, on se dit c'est bien parce que les pubs de merde vont plus être là. Mais les pubs de merde représentaient aussi, entre guillemets, une certaine liberté. Et que là, de voir un Google qui lui-même est un énorme acteur sur le marché publicitaire en ligne, décider lui-même de ce que c'est qu'une bonne ou une mauvaise pub, ça peut être inquiétant aussi. Oui, en même temps, la Coalition for Better Ads, c'est beaucoup d'acteurs. C'est pas juste Google qui décide. C'est genre toute l'industrie qui se met ensemble et qui dit alors quelles pubs sont acceptables et quelles pubs sont pas acceptables. Tu vois, il y a le IAB, il y a Google, il y a Facebook, il y a comment il s'appelle enfin bref, il y a Microsoft, il y en a plein quoi. Donc non mais c'est l'industrie qui se police elle-même. Et je pense que ça c'est plutôt positif. Mais c'est les gros. Ah oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Oui, il y a Publicis, il y a tout le monde, quoi. Ce qui peut empêcher l'émergence d'une plateforme publicitaire concurrentielle, on va dire. J'irai pas jusque là. Moi, je pense que oui, ils décident ce qui est acceptable ou pas. Il y en a tellement, si tu veux. Parle-en au mec de Criteo, en ce moment. Mais ils y sont. Ouais, mais là, ils souffrent. Alors, c'est plutôt des décisions d'Apple par rapport à la pub, mais voilà. Ouais. Bon, moi je pense que ça c'est le genre d'organe d'une industrie qui est positive justement parce que c'est tout le monde qui se met ensemble et qui se dit OK, là ça déconne, qu'est-ce qu'on fait par la pression du public, mais qu'est-ce qu'on fait pour que les choses en fait c'est une conséquence de la pression du public. Après dans le fond, je ne peux qu'encourager ça. Trop de pub a tué la pub sur internet, c'est clair. Ouais.
Enfin bon, bref. En tout cas, ce qui est clair, c'est que la pub existera toujours, elle sera toujours là avec ce Chrome. N'allez pas penser qu'elle va vous supprimer la pub sur vos sites et que ça sera l'équivalent d'un adblocker. Non. Deux petites histoires Facebook hyper intéressantes. La première, c'est une mini controverse qui est sortie il y a quelques jours sur le fait que Facebook autorise à cibler certaines classes d'âge pour leurs offres d'emploi qui sont faites sur leur plateforme. Et du coup, c'est quelque chose qui a été pointé du doigt comme quelque chose de discriminatoire par différentes organisations. Et c'est assez intéressant pour moi parce que la réponse de Facebook, qui a déjà été mise en cause dans certaines pratiques discutable et où ils avaient dit oui effectivement là ça devrait pas être possible, on est désolé, c'est une erreur de notre part et on va le corriger. Là, ils disent sur ce coup, on n'est pas vraiment d'accord parce que dans le cas de l'âge des cibles, ce type de alors il faut pas cibler très spécifiquement les choses, mais ce type de publicité est possible dans le monde réel. Et moi j'aurais tendance à dire ah ouais, ciblage, discrimination sur base d'âge et tout, mais leur argument pour moi est pas faux. Ils disent dans le monde de la publicité, on peut tout à fait cibler des groupes d'âge en fonction des produits dans lesquels on va mettre des pubs. Si tu mets des pubs dans un magazine destiné aux ados, bah effectivement tu cibles les ados. Si tu mets de la pub à la télé pendant le Club Dorothée, je montre mon âge moi aussi, pendant le Club Dorothée le mercredi après-midi, bah tu vas cibler une certaine tranche d'âge. Donc effectivement, je crois que là ils ont pas tort. Le fait de pouvoir cibler par âge en gros à la louche et pas forcément d'aller hyper spécifique genre enfin bref, on va pas rentrer dans les détails, mais sur le principe, je crois qu'ils ont pas tort. Ouais, après on touche à des problématiques par rapport au recrutement. Est-ce que finalement la question à se poser, c'est est-ce que quand on fait la promotion, enfin de la pub pour un métier, c'est une pub comme les autres? C'est là où c'est à regarder. Pour moi, c'est une catégorie de pub à part parce qu'il y a des législations autour du recrutement et quand même, on le sait, les dérapages entre guillemets de délit de sale gueule ou de discrimination par rapport à l'âge existent dans le recrutement. Et finalement, en permettant du ciblage publicitaire sur ce type d'annonce de recrutement, tu ne fais qu'encourager cette discrimination. Ouais, c'est pas faux, t'as raison. Oui. Si tu peux dire effectivement on veut des ingénieurs informatiques et on va prendre que on va cibler sur des gens qui ont 25 à 35 ans, il y a des ingénieurs informatiques très compétents de 45 ou 50 ans ou plus qui pourraient faire surtout job. Je dirais que dans les domaines de la tech, il y a quand même une tendance au jeunisme à tout prix. C'est vrai. Qui fait faire d'ailleurs des erreurs à mon avis de recrutement à pas mal de startups. Mais en gros, si t'as pas le profil 20-30 ans, t'es pas recruté quoi. Voilà. Bon, écoute, une fois de plus, tu me fais revoir mon opinion et mon analyse de la chose. T'as pas tort, effectivement. Je suis ton Conseil national du numérique. Tu vois cet enchaînement. Ah bah on va y venir, oui, au Conseil national du numérique tout à l'heure. Mais avant ça, un petit résultat du problème qui a parsemé toute l'année 2016 et l'année 2017, le problème des fake news et de leur diffusion sur les réseaux internet. Il y a sur les réseaux sociaux, pardon. Donc Facebook a essayé différentes choses et ils livrent les résultats de leurs expériences. C'est marrant parce que, alors, ce qui ne marche pas, c'est quand on veut partager une news, si elle a été disputée par des checkers de news, il y a une mention qui apparaît. Si on essaye de la partager, il y a une petite pop-up qui apparaît et qui dit « Alors, cette information a été jugée comme inexacte par tel et tel organisme, est-ce que vous voulez quand même la partager ?» Eh ben, ce dont ils se rendent compte, c'est que quand ils font ça, d'une part, ça n'influence pas l'opinion des gens, ils vont quand même aller partager, et d'autre part, ça a même visiblement tendance à renforcer l'idée que fuck les checkers, on va quand même y croire plus, tu vois, dans leurs études et dans leurs analyses.
Donc c'est carrément contre-productif. Alors la solution qu'ils essayent de choisir et celle qu'ils vont implémenter dans leur newsfeed, c'est de ne pas mettre le petit tag cette histoire a été controversée ou disons contredite par des organismes qui vérifient. Donc ils mettent pas cette notion, mais par contre quand vous allez partager l'histoire, et ben là ils vont vous dire alors ce sujet a été controversé par tel et tel organisme, vous pouvez aller voir le site du fact-checker A ou le site du fact-checker B, vous pouvez cliquer ici, ou alors vous pouvez poster quand même le sujet. Et il donne ces options-là, ces 3 options-là, ou alors annuler carrément le partage. Et dans ces cas-là, visiblement, ça fonctionne mieux, sachant que ils mettent à côté de l'article qui a été partagé, non pas un label article faux avec un petit triangle rouge machin, mais plutôt un petit en dessous, ils mettent sujet lié, related articles, donc articles liés, avec les articles des fact-checkers A et B dans le flux juste en dessous avec le petit label fact-checked, machin, vérifié. Donc je trouve que c'est très bien. Ouais, c'est ouais. En tout cas, c'est un pas dans la bonne direction parce que ce que je trouve intelligent dans la solution, c'est effectivement de montrer, donner des informations aux gens qui n'ont pas forcément, parce que on dit ces gros relous qui nous retweetent ou qui nous renvoient des fake news, mais c'est souvent une personne qui te relaie une news, elle n'a pas justement l'information que c'est un article controversé, et je pense que en donnant l'information aux gens, enfin, je crois pas que les gens soient cons. Je pense qu'ils sont souvent mal informés, c'est tout. Mais ce qui est particulièrement important ici, c'est que l'approche change la réaction des gens. C'est-à-dire que si tu leur mets, et ça souvent on a le problème sur les réseaux sociaux, si tu leur mets un signe, c'est disputé, l'information que vous allez partager, elle est fausse ou elle a été disputée par des gens. Là, la réaction des gens, c'est pas ah bon ok je vais faire attention, c'est fuck you, je vais le faire quand même, vous essayez de me cacher la vérité, tu vois. Et c'est ça qui est fascinant dans leur expérience, c'est que tu essayes d'avoir une réaction et tu crées la réaction inverse. Et je pense qu'il y a une leçon hyper importante à retenir dans la réaction qu'on a face aux gens qui disent quelque chose qui nous paraît et qui est outrageous, enfin quand on est choqué et outré, quand on est choutré, tu vois, mais vraiment là pas en plaisantant, quand on est vraiment choutré, et de la réaction c'est genre oh tu dis n'importe quoi machin, et encore une fois on l'a vu à de nombreuses reprises, mais là c'est une preuve encore que la réaction qu'on va obtenir, et c'est ça qui est important au final, c'est pas juste de gueuler notre choutrage sur le net, ça sert à rien, c'est la réaction naturelle, mais si ça a un effet contre-productif, on tombe dans un cercle vicieux, même si c'est effectivement des trucs complètement ridicules, des histoires de racisme et de nazis et de Trump et de sexisme et de je sais pas quoi. Oui, il faut les dénoncer, mais la réaction hyper agressive. Alors ensuite, ça c'est des questions spécifiques. La réaction, je pense, doit dépendre de certains cas. Il y a des cas où, oui, évidemment, il faut dire que ça va pas. Mais l'approche, la forme plutôt que le fond, la forme importe aussi. Et la manière dont on dit les choses, là, clairement, montre que parfois on crée. C'est dramatique et on s'en rend compte, mais on crée la réaction inverse. Donc ouais, et c'est pas de la manipulation, mais on le sait sur tout un tas de choses. Quand tu laisses finalement les gens décider qu'ils ont l'impression d'être en contrôle, ils font généralement des décisions un peu moins connes que s'ils se sentent forcés dans un sens ou comme dans l'autre. Et je trouve que c'est ça, en ça que c'est intéressant, que ça apprend des choses effectivement sur notre comportement. On a tous un petit gamin rebelle en nous, qui, quand on nous interdit quelque chose, on a furieusement envie de le faire, quoi. Alors que si on nous dit, bon, bah là, c'est à toi de décider. Moi, je te donne juste l'info, mais c'est à toi de décider. Tout le monde ne le fait pas, mais pas mal de gens prennent la bonne décision, quoi. Bon, enfin bref, donc c'est évidemment des sujets très complexes et on peut pas les résumer en deux secondes, mais là c'était une expérience très intéressante chez Facebook, donc je voulais en parler.
Et d'ailleurs, relativement lié, vous savez qu'il y a eu de nombreuses alternatives alt-right à des services existants sur le net. On a vu par exemple des sites de réseaux sociaux ou de funding, de crowdfunding ou de trucs comme ça, qui se sont créés pour soutenir des créateurs de mouvements, on va dire réactionnaires, d'extrême droite ou de alt-right, je sais pas comment on le définit, la droite alternative, et ils se sont dit vous essayez d'étouffer notre liberté d'expression, notre liberté de machin, donc on va faire nos propres sites, et on se rend compte que ces sites-là semblent, c'est pas forcément surprenant, mais c'est intéressant d'aller l'étudier, que ces sites-là ne fonctionnent pas au-delà de la première explosion de popularité. Même pour les premiers cercles, tu vois, les gens qui se disent au début on va faire un site où on va pouvoir parler de nazis et de racisme, tu vois. Il y en a qui veulent, tu vois. Adopte ton nazi n'a pas si bien marché que ça. Quoi. Non, mais c'est vrai. Et il y a des sites, il y a des trucs genre Patreon. Ça peut paraître incroyable, mais il y en a. Il y a des sites comme avec l'idée de genre, oui, nous on protège la liberté d'expression, on peut dire tout ce qu'on veut. Le truc, c'est que exprimer sa colère et son mécontentement au milieu d'une foule qui est pas forcément mécontente, ça a une certaine portée, mais être dans une maison où il y a que des gens mécontents et tout le monde exprime son mécontentement, ça sonne un peu creux, quoi. C'est sûr. On n'est pas content, hein. Oui, on n'est pas content. Ok. C'est sûr que t'as besoin. Ça rejoint peut-être à la limite ce qu'on disait tout à l'heure. T'as besoin des gens de ce retour, quoi, du miroir. Quand tu alors oui, effectivement, tu cherches à déclencher une réaction. Ouais, c'est ça. Si t'es entre gens mécontents, t'auras aucune réaction. Donc voilà, c'est alors pas effectivement, très intéressant. Il y a certains stades ou certains niveaux de, je sais pas, de harcèlement ou de trucs comme ça où à un moment, bah oui, il faut bien quand même réagir. On est d'accord. Mais bon, bref, enfin. Ouais. Donc voilà, c'était intéressant à signaler. Quoi d'autre? La CJUE, la Cour de justice de l'Union européenne, a rendu sa décision par rapport à Uber. Il y avait un procès qui avait eu lieu en Espagne, et Uber disait qu'ils étaient une société on va dire d'information, et le procès disait que Uber était une société de transport. La CJUE a tranché, Uber est bien une société de transport, ce qui veut dire qu'ils doivent se conformer aux lois locales sur les sociétés de transport. Alors, on pourrait se dire donc Uber a des problèmes. Pas tout à fait en fait, parce que dans la pratique, Uber s'est déjà adapté à la législation en vigueur sur les VTC dans la plupart des pays dans lesquels ils opèrent. Donc il y a quand même une frontière entre les VTC et les taxis. Ça veut pas dire que entre guillemets les taxis ont gagné. Ils sont quand même considérés comme des VTC. Mais bon, c'est une décision au niveau européen. Tu voulais dire un truc? Oui. Non. Bon, très bien. Le Conseil constitutionnel, alors justement, on va arriver à la démission du Conseil national du numérique, mais le Conseil constitutionnel a tranché sur la question de la consultation des sites terroristes qui avait été inclus dans la dernière loi sur la lutte contre le terrorisme. Vous vous souvenez que le délit de consultation habituelle de sites à contenu ou à caractère terroriste pouvait être puni, et c'était une mesure qui avait provoqué énormément de Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es muté dans l'appart d'à côté. Qu'est-ce qui s'est déclenché? Une perceuse. Ah d'accord, ok. Mais elle est violente, hein. J'ai sursauté là. Oui, ça m'a surpris aussi. Bon, tu peux te muter si elle recommence. Mais oui. Donc ça avait provoqué évidemment une réaction vive, parce que c'est hyper difficile de déterminer exactement, de dire on n'a pas le droit d'aller regarder des sites. La perceuse, voilà, elle revient. Des sites à contenu de telle ou telle nature. Enfin, entre ça et le fait de dire on est devenu un terroriste parce qu'on est allé voir des sites, ne serait-ce que pour s'informer ou je sais pas quoi, il y avait quand même une sanction de 2 ans et 30 000 euros d'amende pour la consultation de sites à contenu terroriste. Évidemment, c'est pas bien d'aller consulter des sites à contenu terroriste, mais de là à dire que aller les voir, ça mérite 2 ans d'emprisonnement,
il y a quand même une attaque sur la liberté de tout, sur la liberté qui est très limite. Et le Conseil constitutionnel a vu juste, à mon sens, sur ce sujet. Et donc on en vient à la question du Conseil national du numérique, où c'est un petit peu le bordel total. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Je vous avoue qu'au début j'ai regardé ça d'un petit peu loin, et puis au fur et à mesure que les choses que la situation s'est échaudée, je m'y suis intéressé un petit peu plus. Ce qui s'est passé, c'est que le Conseil national du numérique a nominé à sa tête une personnalité assez comment dire ? C'est très compliqué de parler de ce sujet parce je pense qu'on va tout de suite plonger dans des questions hyper de politique très partisane. En gros, le Conseil national du numérique avait nommé à sa tête Rokhaya Diallo, qui est une militante antiraciste et anti-sexisme assez active. Et qui du coup est entre autres le rappeur Axiom, que moi je connais pas, donc je sais pas vraiment le cadre, et à vrai dire je connaissais pas non plus Rokhaya Diallo, donc je parle de ça vraiment en ayant très peu d'informations sur le sujet, donc je suis très mal à l'aise pour en parler, mais ce que je comprends, et je serais heureux d'en apprendre plus, c'est que la nature très militante de ces deux personnes ne plaisait pas au gouvernement, parce que l'idée est que le Conseil national du numérique, selon Mounir Mahjoubi, doit travailler avec le gouvernement et pas être une force de lobby ou d'opposition, et que c'est difficile de travailler avec le Conseil national du numérique et ses conseils si on a à sa tête et en son sein des membres qui sont hyper militants actifs. Alors c'est hyper compliqué parce que et donc le gouvernement a obtenu la démission de Rokhaya Diallo, suite à ça. Marie Eklund, qui gérait le conseil et qui était devenue la nouvelle présidente, si je ne m'abuse, a annoncé sa démission aussi. Et à sa suite, 20 des 30 membres du Conseil national du numérique ont aussi annoncé leur démission. Donc on est clairement dans une situation qui est une situation de crise et pas juste un petit incident. Et comme je le disais, moi j'ai du mal à prendre une décision sur ce que je pense là-dessus, parce que d'un côté, je comprends vraiment que quel que soit le bord du gouvernement, c'est pas une question de droite ou de gauche. Là, je crois qu'il y a certaines instances qui sont là pour travailler avec le gouvernement et vraiment le conseiller. Et si on peut avoir des voix dissonantes dans ces instances et dans ces conseils, je crois que si on est dans une position où clairement on revendique et on lobby de manière extrêmement forte, ça peut nuire au travail, à la sérénité du travail du Conseil. Donc je comprends vraiment cet argument, je pense de manière sincère. D'un autre côté, il est tout à fait cohérent de se dire, c'est pas parce que Madame Diallo elle était militante qu'elle aurait pas bien fait son travail au sein du Conseil national du numérique. Je veux dire, c'est pas de la même manière qu'on disait tout à l'heure que Tom Wheeler, l'ancien président de la FCC, a fait du très bon travail. L'ancien président de la FCC a fait du très bon travail au sein de la FCC, même s'il venait de l'industrie de la communication, de l'industrie des FAI. Que je sache, Rokhaya Diallo, elle est pas non plus uniquement pas forcément uniquement ce qu'elle présente comme personnalité publique quand elle se bat pour défendre les causes qui lui sont chères. De la même manière, le rappeur Axiom, c'est pas parce qu'il rappe et qu'il exprime certains sentiments dans ses chansons, ça veut pas dire qu'il peut pas faire un travail crédible ailleurs. Maintenant, je les connais pas, donc je sais pas s'ils sont à quel point ils font ce genre de choses et s'ils sont légitimes pour présider ou pour participer au Conseil national du numérique. Et en même temps, la volonté de changement de Marie Eklund, de se dire on va apporter de la diversité et d'autres voix au sein du Conseil, c'est tout à fait louable sur le principe. Donc je sais pas. Donc je vous ai exposé les faits tels que je les ai vus et j'arrive pas à prendre de décision, d'autant plus que, encore une fois, je crois que vraiment il est difficile de regarder cette situation sans prendre part politiquement au processus de réflexion
et donc colorer la conclusion. Et vraiment, le Conseil national du numérique, pour moi, il fait partie de ces instances où la force qui drive les décisions, c'est une force d'expertise neutre, vraiment. Tu vois, c'est des gens, ils doivent connaître le numérique et ils doivent décider des choses sur l'expertise du numérique. Mais encore une fois, en même temps, je sais que je fais des cercles. On a besoin d'avoir plus de diversité dans ces instances aussi. Donc, là où je dirais que le problème, c'est qu'est-ce qu'on attend d'un conseil, en fait. Et effectivement, je crois que là, il y a un recadrage de ce que doit être le Conseil national du numérique. Soit tu as un conseil, on va dire, qui marche dans ton sens, donc tu prends un peu des gens qui vont te dire vous avez raison, ce que tu as envie d'entendre, ce que tu as un peu envie d'entendre. Et d'ailleurs, les nouvelles nominations qui ont l'air d'être annoncées, en gros, je suis désolé pour la perceuse. Vas-y, continue. Sinon, je peux pas parler. Est-ce que les nouvelles personnes qui ont l'air d'être nommées, maintenant les nouvelles personnes, en gros, on va prendre que des experts du numérique. En fait, c'est ça qui me chiffonne. J'essaye de pas politiser. Je sais que quand j'ai parlé du sujet hier dans Techscope, tout de suite ça s'est radicalisé dans la chatroom et c'est parti en sucette. Donc je marche sur des œufs. Mais je pense qu'aujourd'hui, dire que le numérique concerne que les experts du numérique, c'est une première erreur. Aujourd'hui, le numérique est dans tous nos faits et gestes. Donc, c'est très intéressant d'avoir une représentation peut-être plus large que des experts du numérique dans un Conseil national du numérique. Moi, je suis pas d'accord. Je reprends le cas de Madame Diallo. Et je sais pas vraiment qui elle est, ce qu'elle a fait. C'est ça le problème, en fait. Il y a beaucoup de polémiques autour d'elle, etc. Mais il y a un sujet, notamment dans le numérique, qui est quand même très présent dans notre société et qu'il va falloir affronter, c'est le problème, effectivement, de haine et de l'utilisation des outils numériques pour la propagation de la haine, etc. Ouais. C'est peut-être pas inintéressant dans une réflexion d'avoir quelqu'un qui, à tort ou à raison, encore une fois, je n'en sais rien, mais est sujette et connaît ce que c'est que d'avoir des gens qui te détestent, d'être victime de ce type de la haine. Après, ce qui aurait été intéressant, c'est de dire de la part de comment elle s'appelle, celle qui est Marie Cland. Oui, voilà. Ça aurait été de dire oui, mais en contrepartie, je mets aussi de montrer aussi la diversité des personnes qu'elle avait rassemblées dans ce conseil numérique, quitte à prendre des voix fortes. Mais si tu prends des voix fortes, il faut que tu aies des voix fortes un peu dans tous les sens, parce que c'est ça. Pas tout à fait d'accord, moi, mais. Parce que là, si tu dis des voix fortes, et là, on est en train de partir sur les questions politiques, mais elles sont au cœur de ce débat, donc c'est normal. Mais si tu dis, du coup, il faut des voix fortes dans tous les sens, si on a une voix qui se bat contre le racisme et le sexisme, ça veut dire quoi, une voix dans l'autre sens, tu vois? C'est oui, mais donc il faut des hommes blancs de 40 ans aussi. On en a déjà beaucoup, tu vois. C'est pas non plus. Donc je sais pas. Enfin bref, on est très mal placé pour parler de ces questions de diversité, mais entre justement deux hommes blancs dans notre quarantaine, mais je pense que de toute façon on m'entend là, je sais pas. Oui, tout à fait. Est plus ou moins pété en fait. Non, si on t'entend. Je pense que tout le problème vient, ils sont en gros, ils sont pas mis d'accord sur le rôle du Conseil national du numérique, et que là, il y a un recadrage et le gouvernement dit non, on veut un Conseil national du numérique qui soit plutôt d'accord avec nous. Ouais. Et qui surtout, je suis pas sûr. Non, c'est pas ça, mais qui déclenche pas des polémiques, parce que ce qui s'est passé, pour le peu que j'en ai suivi, c'est que la nomination de Madame Diallo a déclenché un torrent de boue, un torrent, on va dire, un torrent de réactions très forte, qui a déplu au gouvernement parce qu'ils n'ont pas besoin de bad buzz autour du Conseil national du numérique. Mais du coup, est-ce que je me fais c'est l'impression que j'ai aussi, mais du coup, est-ce qu'il aurait pas fallu, au contraire, se dire fuck, nous on veut de la diversité dans ces instances aussi, et c'est un problème sérieux, la question du racisme et du sexisme sur le net. Donc on a une présidente symbolique qui va essayer de contrer ce genre de choses.
Bon, peut-être, possible. Mais c'est pas nous qui sommes secrétaires d'État au numérique. Voilà, non, c'est sûr. C'est la décision du secrétaire d'État là. Oui, non, bien sûr. Et c'est vrai qu'il faut pas oublier quand même que le financement du Conseil national du numérique, c'est vrai que c'est pas une instance autonome, une assoce à côté de liberté d'expression. C'est un truc qui est financé par le gouvernement, donc quelque part, c'est tout le problème, un justement. conseil, mais moi je un crois workshop, on va dire. Ouais, moi ma conclusion, c'est que effectivement, il faut que les gens sachent de quoi ils parlent, et effectivement, il faut qu'il y ait des gens, il faut qu'il y ait de la diversité dans ce conseil, c'est certain. Il faut aussi qu'ils puissent travailler dans la sérénité. Donc, si on le saura jamais malheureusement, mais si Rokhaya Diallo avait pu travailler dans la sérénité dans le cadre du Conseil national du numérique, je pense que ça aurait été quelque chose de bénéfique. Le danger aurait été, moi je vois ça vraiment de la question du technique. Le danger aurait pu être que les réactions soient trop comment dire, qu'on dise par exemple, il faut supprimer les propos racistes de Twitter dans les 24 heures. Par exemple, tu vois, il est inacceptable que Twitter laisse des propos racistes plus de 24 heures. Et là, ça provoque un effet contraire. Donc, on commence à se plaindre aujourd'hui, c'est que Twitter supprime des trucs faussement, ou que YouTube supprime des trucs par erreur, ou tu vois, et il y a tellement de contenu que c'est difficile à policer de cette manière. Donc c'est ce genre de glissement qui aurait pu m'inquiéter. Mais au-delà de ça, la diversité au sein du Conseil national du numérique, évidemment, je suis totalement pour. Donc c'est difficile, quoi. Bon, parlons d'un truc plus positif peut-être. Le gouvernement qui débloque là 100 millions d'euros pour le plan THD, donc très haut débit. On voit quelque chose donc qui est censé aider le pays à enfin pouvoir équiper le pays entier en très haut débit, sachant que ce qu'ils appellent le très haut débit est pas forcément toujours considéré comme du très haut débit partout. En l'occurrence, ils voudraient assurer du haut débit à 8 mégabits par seconde partout dans le pays, et non seulement c'est inquiétant parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès à du 8 mégabits par seconde. En France, c'est 15% des foyers. Donc et c'est important d'avoir, enfin, c'est pas vous qu'on va expliquer que avoir une bonne connexion internet, c'est important. Il y aura possiblement un palliatif avec de la 4G qui pourrait, malheureusement, c'est pas idéal la 4G, mais si c'est la seule solution, peut-être que c'est une solution à employer. Et de l'autre côté, il y a le gouvernement anglais qui va créer une obligation pour les FAI de proposer du 10 mégabits seconde au moins à tout le pays d'ici 2020. Ils avaient vu c'est British Telecom, je crois, qui avait promis de fournir du 10 mégabits seconde au moins à tout le pays d'ici 2020. Ils ont dit ouais, c'est bien vos promesses, mais maintenant vous êtes obligés parce qu'on a légiféré sur la question. Donc ils donnent le droit légal à du 10 mégabits à tout le monde. Et bon, je pense que c'est le minimum et ça fait soupirer certains. Thatcher doit se retourner dans sa tombe. Pardon ? Thatcher doit se retourner dans sa tombe. Je suis pas sûr qu'elle aurait forcément été contre, mais. Elle, enfin, c'est là où le chemin de fer anglais est tombé en gros, si une voie de chemin de fer était pas rentable, il fermait, quoi. Enfin, elle était elle a fait crever la campagne anglaise. Hein. Oui, peut-être. Ouais, quand même. Ouais. En tout cas, l'infrastructure Internet est en train de... Disons qu'on pourrait arguer du fait qu'il peut y avoir des alternatives au chemin de fer, des bus ou des voitures, et à l'époque, c'était moins préoccupant, ce genre de choses, alors que Internet, c'est comme l'électricité. Si tu l'as pas, t'es foutu, tu vois. Mais le résultat des courses, quand même, de l'ère Thatcher, c'est que le chemin de fer anglais est devenu un des pires du monde, avec le plus haut taux d'accidents, mal entretenu et entièrement privatisé. Bon, ça, c'était dû à la privatisation, plus qu'à... Oui, on est d'accord sur ce point. Clairement, le chemin de fer anglais, c'est clairement pas un exemple à suivre.
Et donc, c'est sur ces considérations réjouissantes qu'on va conclure cet épisode. On n'a pas un autre petit sujet en plus qui pourrait nous égayer, même en raclant les fonds de tiroir. Oh si, tiens, il y a Twitter qui a implémenté leur fonctionnalité Tweetstorm. C'est-à-dire que maintenant, on peut créer des séries de tweets en réponse les unes aux autres et les poster toutes d'un coup pour développer des sujets complexes et des idées qu'on ne peut pas exprimer en un seul tweet. Moi, je trouve ça très très bien. Je suis totalement. Moi, je trouve admirable qu'on soit arrivé à faire aucun sujet sur le Bitcoin. Hein. Parce qu'alors aujourd'hui, dans la presse tech, si tu fais pas ton article, qu'est-ce que c'est que le Bitcoin, et quelque part là, Écoute, on a fait tout l'épisode précédent une bonne partie de l'épisode précédent sur les Bitcoins, donc on a quand même fait. Ça arrête tout le monde. C'est pas parce que t'as fait un article. Tu sais, tant que ça marche, faut faire des articles sur le Bitcoin, même quand t'as plus rien à dire sur le sujet. Mais écoute, ça me donne l'occasion de parler des réactions que j'ai eues à ce sujet. Il y a des gens qui m'ont dit voilà, t'as fait peur aux gens par rapport au Bitcoin, c'est pas bien, t'aurais dû expliquer les détails de la blockchain et du potentiel qu'on a incroyable et tout. Et ce que j'ai répondu à tous ces gens et que je pense vraiment, c'est que d'une part, on a déjà parlé de la blockchain, on a même fait un épisode spécial dessus. C'était le 183B. Voilà, donc vous pouvez aller le réécouter. On a fait tout un épisode spécial où on expliquait tout le potentiel et le fonctionnement de la blockchain, et on en a déjà parlé en parlant du potentiel. Là, c'était pas le sujet. Le sujet, c'était de parler des aléas du Bitcoin en 2007 qui ont certainement été importants, et je pense qu'il est important d'en informer les auditeurs. Et je vais pas, pour le principe de défendre la blockchain, en quelque sorte diluer mon propos sur l'explication de cette actualité importante du Bitcoin en 2017 en disant mais ne vous inquiétez pas, tout va bien, on a quand même la blockchain qui est super cool, et d'autant plus qu'on a dit dans le sujet, Corben l'a signalé plusieurs fois, il y a des altérations des algorithmes qui sont en cours, il y a d'autres implémentations qui sont possibles. Donc voilà, nous on parlait juste des problèmes énorme du Bitcoin en 2017 et il est normal qu'on le fasse. Enfin, c'est l'actualité, donc. Voilà. Et puis moi je dirais juste que ce que je dis après avoir traité plusieurs sujets sur le Bitcoin et avec mon niveau de connaissance, parce que tout le monde veut la question angoissante. Ça va éclater ou ça va marcher, ou on n'a aucun outil et personne ne peut le dire vraiment. C'est quelque chose de très nouveau, et quelque part, moi, j'ai commencé à juger le Bitcoin avec mon vieux passif de personnes qui connaît un tout petit peu de choses à la bourse. Et en fait, ça échappe complètement à des raisonnements boursiers. Et de même, quelqu'un qui va être over-optimiste, qui va vous dire, il sera à $600 000 le Bitcoin dans 2020, il ne peut s'appuyer sur rien. On n'a aucun exemple dans l'histoire de ce qui peut arriver. Donc, il est impossible. Moi, toute personne qui me dit, ça va cartonner, ou ça va se planter, ça va éclater, je ne l'écoute plus parce qu'il peut pas savoir. Bon, je précise quand même que les remarques qu'on me faisait étaient plus sur l'absence de généralisation sur la blockchain. D'accord. Tu vois, plutôt que sur le Bitcoin. Je crois que sur le Bitcoin, on est d'accord que on a fait un état assez factuel de la situation des choses. Mais bon, bref, écoutez, sur ces bons mots, là, on va vraiment conclure l'épisode, et je, bien sûr, remercie chaleureusement Jérôme d'avoir participé. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver si on en veut plus de Jérôme ? Eh bien, vous pouvez me retrouver pour l'instant sur YouTube. Qui sait, peut-être qu'Amazon va sortir sur YouTube. Tu vois, je glisse la petite news dans le truc. Sur YouTube, sur la chaîne Nowtech, et tous les matins en live pour une revue de presse de la technologie sur la deuxième chaîne qui est Nowtech Live. Magnifique. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez retrouver cette émission sur frenchspin.fr, et vous pouvez aussi retrouver le rendez-vous jeu sur lequel on a fait un résumé, enfin un bilan de l'année 2017 avec plusieurs intervenants hyper intéressants. On avait J.K. Loret, Diraen, Erwan Cario, Benoît Régnier alias Exerve, et on a résumé nos sentiments sur tous
tous les jeux de l'année et c'était hyper intéressant. Et donc je vous recommande vraiment l'écoute de cet épisode. Si vous aimez les jeux vidéo, même d'un petit peu loin, là c'est l'épisode à ne pas manquer. Donc c'est le rendez-vous jeu sur votre application de podcast ou directement sur le site frenchspin.fr. Et je conclus évidemment en remerciant très chaleureusement les auditeurs qui soutiennent le Rendez-vous Tech. Vous pouvez le faire sur patreon.com/rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission. Donc c'est toujours, ça prend 2 minutes et c'est évidemment le truc qui nous aide énormément à continuer à produire l'émission. Je vous remercie très chaleureusement, vous aussi, de nous écouter. J'espère que vous passerez d'excellentes fêtes en famille et entre amis et que vous aurez une fin d'année qui sera l'apothéose de cette année. En même temps, certains diraient que la qualité de l'année a pas été excellente, mais donc on espère qu'elle sera meilleure. On dit à peu près chaque année aussi. Ouais, 2016-2017. C'était discutable. C'était pas top. Ouais. On va dire. Bon, il y a quand même eu des choses très bien aussi, hein. Non, oui, c'est clair. Bien sûr. Bon, dans tous les cas, on vous fait d'énormes bises, on vous souhaite de très bonnes fêtes, joyeux Noël, bonne année, et on se donne rendez-vous dans 15 jours. À moins que des choses se passent un petit peu plus tôt que prévu de mon côté, mais ça je vous tiendrai au courant. Passez de très bonnes fêtes à tous et très très bonnes fêtes aussi Patrick en ces moments heureux qui t'attendent. Je te remercie Jérôme et je te fais de grosses bises, particulièrement encore plus qu'aux autres et à Marion bien sûr. Oui, allez, ça sera transmis. Ciao à tous. Allez, ciao tout le monde.